Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Média Pro pour le dernier numéro de l'émission durant ce mois sacré de Ramadan. Bien sûr, ce sera l'occasion de faire un bilan justement d'un mois d'audiovisuel ramadanesque et toutes les productions qui se sont produites durant ce mois sacré sur les télévisions algériennes, mais aussi sur les télévisions internationales. Avant de commencer le débat et révéler les invités qui sont nos hôtes ce soir, on va passer directement à l'image et diffuser les deux feuilletons qui ont marqué un petit peu le mois sacré de Ramadan sur les écrans algériens. On regarde les deux bandes annonces et on revient au débat. ربي يهديك يا مالك، ربي يهديك يا والدنيا فانية، الدنيا فانية يا مالك. عنا على إبليس، عنا على إبليس. جيت نشوف الدار اللي راح تعيش فيها بنتي هدية. خليش الكوستيم يلعب لك براسك يرجعك طريق. كيما دير مع الناس هذو ما يشوفوك براني. حنا ولاد الشعب، الشعب هو اللي يرفدنا. حكمت المحكمة على المدعو عيسى سياني بالسجن 5 سنوات. 5 سنين راشي في الحبس وانا نجنح عليه في طول الليالي. الحبس والسخنة خسرنا كاع حياتنا. كاش حاجة تزاهي وتفرح طلع لك راسك. ما هذا خويا هو الاول اللي هضر على عزيز طوغار قبل كاع هاد الشعب. الدراهم نتاعكم اللي راك تحكي عليهم درتهم على ظهري وظهر اللي كيفي. عزيز عنده علاقة مع عيسى، وعيسى هو الوحيد اللي يقدر يوصلنا لعزيز. هذا بقى كنت تكونوا صافيين كيما انت عزيز. كي انت كي بوك بقالكمش بزاف. اتصل بالنيب العام خرج لك مذكرتين، واحدة منع السفر والاخرى ايقاف في الحال. الدراهم اللي لقيناهم في لابيركيزيسيون زعما في رايك يكونوا هذيك هما الثروة كامل تاع عزيز طوغار؟ خلاص بيني وبينك عزيز. ميم لو كانت عندكم برا، مي لو كان ديرهم باسمي انا ما نروح يديروا لي. انت كاع ما تشبعيش. سليم هذا هو راس الخير. انا حطيت يدي في يد عدوه. هما اللي راهم باغيني انا وحدي. وانا نعرف ولدي من صغره يجي هنا حتى يرد الثار ويرد ضربته. صح تربيت في فاميليا مدرسة في الأصول، علموني شاولة الأصل وشاولة الفصل، وعلموني نكون راجل ما نهربش. من اليوم ما يزيد حتى واحد يخرج وحده. أنا باغي ندير له كيما ذلني، أنا باغي نقهره كيما قهرني. أنا شفت هذا عزيز طوغار اللي كانت كاع الناس ترجع كي تشوفه، أنا باغي كي يشوف في عينيا يحط راسه كيك. مانيش امك. انت تقول لي منين جبت هذا المال؟ اللي دخلت انت لا عيد لا رمضان انقهرت بلا به. ربي يخلص اللي جاب ولدي باري. صعيبه تنسي عزيز طوغار اللي بعتي عيسى على جاله. واحد كيما انت واللي انتالك يستاهلوا واحد كيما عزيز طوغار يضغط عليهم ويدمر لهم حياتهم. ما تجيش كاع تشوفني، هذه هي التالية. واش درت لي انت؟ عاطيني المال ومخليني هامل في الدنيا وحدي. انا نموت على جالك انت عيسى، مشيت معاك راجل عيسى. راه كاتب علي ربي الحق، لا مت نموت وانا باغي نجيب حقي.
Voilà, c'était les deux bandes annonces des feuilletons dramatiques les plus perçants durant ce mois sacré, Al-Barrani et Al-Rehan. Bien sûr, nous avons ce soir l'occasion et le plaisir d'accueillir sur notre plateau le réalisateur du feuilleton Al-Barrani, Yahya Mouzaham, صحفتك مرحبا بك في Média Pro. صحفتكم وصحفتوا tout le public algérien et à l'étranger. Et bien sûr, nous avons une star parmi nous, Abbas Zamani, qu'on ne présente plus connu sur le paysage audiovisuel français qu'en Algérie, parce qu'il fait moins de production ici, mais tu es quand même une star. Abbas, مرحبا بك, صحفتك. مرحبا بك وراك فرحتني اللي عرضت لي هذا كيقول l'émission et surtout la surprise de voir moi. Je savais pas qu'ils étaient concurrents. On n'est pas concurrents. Vous êtes sur le plateau. Bien sûr, avec nous avons... Abbas, c'est un immense plaisir de le voir déjà à l'écran jouer. Et de voir... Moi, j'étais ébloui par sa présence déjà en 2001 dans le film de Bachir Draïs. Et là, à chaque fois que je le vois, c'est un immense plaisir. Il a une présence. Il a une présence. Nous avons également le plaisir d'accueillir pour cette dernière émission de Ramadan Madame Nabila Mouhtari et notre grand cheikh Reda Doumaz, Sahaftorkom. Voilà. Alors, je vais commencer avec toi, Yahya. Tu es l'un des rares réalisateurs à avoir passé du registre du comique vers le drama. Alors, pourquoi justement aujourd'hui tu vas vers le drama, alors quand on s'est connu, tu étais plus versé dans le drama que pour la comédie. Oui. Moi, j'ai commencé par des courts-métrages amateurs, comme on se connaît très bien avec Salim. On a fait un parcours énorme, un trajet énorme et on a galéré. Tout à fait. Et j'ai commencé par des cours plus dramatiques et plus déjà toujours drame psychologique. Je me souviens du premier cours, format. Imagination après vengeance, c'est des films très durs. Très durs. Après, j'ai un peu voulu faire un peu de la comédie comme ça marche bien. J'ai continué parce qu'après les opportunités de la comédie étaient plus simples, parce que les budgets de la comédie étaient plus simples à avoir. Produire un film ou une série comique, c'est plus légère, plus simple à... Je rappelle que tu as fait Saad El Ghat qui a très bien marché, c'était des petits budgets par rapport. Et après, le drame, ça coûtait plus cher et c'était compliqué à faire. C'est ça. Tu as fait beaucoup de cinéma aussi, je rappelle. Moi, mon métier, c'est le cinéma. Moi, la télé, c'est en plus. Tu es plus versé dans le cinéma. J'ai produit beaucoup. Quand je ne réalise pas, je produis. J'ai essayé de faire ce qu'on ne m'a pas fait à moi, c'est aider d'autres personnes à produire, à montrer leurs films. Là, j'ai produit plusieurs jeunes et on a eu plusieurs jeunes. Le dernier, c'était Abala, Halim Rad, en fait. On a fait un film qui a très bien marché. On a fait une distribution, la première fois, une distribution commerciale en Algérie. Alors, je voudrais revenir sur le feuilleton Al-Barrani. Alors, tu as réussi avec Dama à marquer ton passage durant l'année dernière avec l'un des feuilletons les plus marquants du mois sacré l'année dernière. Tu as un petit peu gagné tout sur tous les registres. Cette année, est-ce que tu estimes que Al-Barrani a eu son lot de succès comme Dama? Moi, je pense que ce n'est pas un problème de succès. Moi, je pense que là, on est en train d'avoir une nouvelle ère de production audiovisuelle. Là, on commence à avoir déjà de la concurrence, c'est déjà bien, avoir plusieurs feuilletons. La compétition, elle est excellente pour améliorer la qualité. Je pense qu'on manque de plusieurs paramètres, plusieurs aspects qui font qu'on est un peu... Il y a un truc de mélange de khalota et de trucs entre le dictat des sponsors sur les chaînes, beaucoup de choses qui font qu'on n'a pas cette problème liberté. De financement des productions. Problème de financement. Je pense que c'est bien. Moi, je pense que le Barrani ou autre, moi, je pense que c'est une série qui a bien marché. Si on prend l'audimat, en fait, de la télé ou le box-office indirect de l'Internet, ça marche bien. Mais je pense qu'il nous faut... Sur le plan populaire aussi, ça marche. Oui, il nous faut plus de critiques, plus de trucs pour qu'on puisse évoluer dans notre métier, en fait. Alors, je me retourne vers Abbas Zamani. Tu as participé à l'un des feuilletons les plus aussi marquants. Il y en a 4, il y en a 6 si je prends avec les productions de l'ENTV. Mais il y en a 3 qui ont vraiment marqué le paysage audiovisuel ce Ramadan. Parmi eux, Rehan, qui est réalisé par un cinéaste égyptien, je crois Mahmoud Kamel. Alors, première question, Abbas, toi qui es habitué aux productions audiovisuelles françaises, tu débarques sur un plateau de production locale
avec un réalisateur égyptien. Comment était ton entrée dans cet espace? Alors, l'entrée avec la production algérienne, je trouve qu'entre ce qu'on a fait dans les années 2000, ça a extrêmement évolué, vraiment. J'étais extrêmement... si je ne me trompe pas, c'est ta première participation dans un drame algérien. Drame et surtout série. Oui, une série. Alors, juste, je corrige un truc. Moi, je n'ai pas fait beaucoup de télé. Donc, l'audiovisuel... Oui, j'ai vu. Hein, tu as fait beaucoup plus de cinéma. Je vois les films. Ma carrière, elle est basée que sur le cinéma. Cinéma et théâtre. Et théâtre. Ouais, j'ai dû faire peut-être 3, 4 téléfilms en France et jamais de série. Ça me posait problème au fait. Tu en as fait pas mal des séries. Tu as fait La Crime, Julie Lescaut, Navarro, Joséphine, Bac 70. Non, mais tu sais pourquoi je l'ai fait? Parce que toutes les séries que tu cites, j'en ai fait un comme guest star. Oui, voilà, et avec des épisode, amis. Et c'était que des amis réalisateurs. Voilà. Mais je ne fais pas une série où je fais 30 épisodes. C'est la première fois. Et j'en suis heureux, mais vraiment. Sincèrement, ça m'a fait découvrir, au fait, l'évolution aussi des acteurs algériens. Enfin, algériens, ceux qui résident en Algérie. Leur force, leur capacité de travail, leur intelligence, leur générosité surtout. Hein. Tous les partenaires que j'ai eus, vraiment, je les ai aimés. Mais vraiment, d'ailleurs, sont devenus mes amis. Alors, historiquement, c'est quand même grâce à Djeriou Kader que je remercie infiniment de m'avoir donné ce superbe rôle de Aziz Togar. Je pensais qu'il allait être mal accepté par la population algérienne. Pourquoi mal accepté? Parce que c'est une crapule quand même. Oui, tu joues un membre de l'Aïsaba. Oui, et puis il en a fait des méchancetés aux gens. Mais moi, j'avais envie de lui donner un peu de cœur parce que l'homme reste un homme. Il n'est ni noir ni blanc. Il y a des couleurs. Voilà. Et lui, je voulais un peu faire rejaillir ces couleurs-là pour qu'il devienne humain. Voilà, je lui donnais de la méchanceté et de la bonté. Et le travail avec Mahmoud Kamel était pour moi extrêmement difficile au départ. Sur le plan de la communication? La communication, je ne comprenais rien. Ouais. Wallahi, j'avais un traducteur qui ne comprenait rien non plus. Donc, on dit oui, naam. Et à la fin, intuitivement, je comprenais. Mais au bout de 15 jours de tournage, je commençais à le... Ouais. Mais il ne me parlait pas beaucoup, il donnait quelques indications. Au fait, ma problématique avec Mahmoud Kamel, c'était il ne fait pas de mise en scène directe. Il fait de la mise en scène directe. C'est-à-dire, on ne répète pas. Ah, vous répétez pas? Non, jamais de répétition, jamais. Même. C'est pas normal, non? Ah, c'est sa façon de faire. Et moi, je respecte, je m'adapte. Ils prennent la première prise? Non, c'est qu'on ne répète pas avant. Ah, vous ne répétez pas avant. Donc, c'est-à-dire, on y va, action. Je ne me pas filmer. Hein? Et toujours caméra épaule. Bon, parfois, tu es gêné. Voilà. Après, je me suis adapté à sa façon de travailler. Mais je trouve quand même qu'il va très vite. Pour moi, c'était trop rapide, d'où mon refus de faire des séries. D'accord. Parce que ça va trop vite. On ne prend pas le temps de les faire. Est-ce que c'est une expérience qui t'a aidé, qui t'a plu, et ça va te convaincre de faire l'année prochaine une suite, de participer à je ne sais pas s'il y a une un suite autre ou drama. pas. En tous les cas, je serai... Voilà, moi sincèrement, à chaque fois... Voilà, réalisateur, il pourrait te prendre... Non, mais moi, à chaque fois qu'on m'appelle pour faire un truc en Algérie, je dis oui. Parfois, je ne lis même pas le scénario. Juste pour venir tourner en Algérie. Wallah. Ça te plaît, quoi? Mais c'est pas que ça me plaît, je suis tellement heureux d'être là. Ouais. Alors, les gens ne se rendent pas compte à quel point je suis euphorique. Tu vois, dès que je prends l'avion, je sais que je vais tourner, ben parfois il y a des... il faut que le scénario soit bien, il faut que le personnage me plaît aussi. Tout à fait. Mais on va parler justement d'un personnage très, très marquant dans lequel tu as travaillé. Oui. Je me tourne vers notre chroniqueuse vedette de Mediapro, Madame Nabila. Ces deux feuilletons ont marqué la population, la société, comme
ils font découvrir un nouveau environnement. Il y a un peu de violence, il y a beaucoup de trahison, beaucoup de conflits, beaucoup de querelles entre des bandes. Est-ce que pour vous, en tant que spécialiste en culture, en patrimoine et aussi en tant que professeur, vous pensez que ce genre de production a un public, a une accroche ici dans la société algérienne? Oui, bien sûr. Par rapport aux feuilletons qu'on faisait dans le passé. Bien sûr. Je l'ai dit à maintes reprises que lorsque ça part de la société, ça arrive au cœur, c'est sûr. Par exemple, si on parle d'El Barrani, il a soulevé pas mal de problèmes sociaux, la drogue, les problèmes... Il a parlé surtout de la fraternité. La fraternité, les problèmes sociaux. El Barrani, c'est l'enfant qui est outsider de la famille et qui a été élevé et qui est resté rancunier, qui n'a pas aimé la famille adoptive. Donc là, on voit beaucoup de problèmes psychologiques qui sont vraiment relevés cette année dans les dramas. Et c'est ce qui a donné un souffle. Je pense que c'est un souffle nouveau pour le drama algérien parce qu'aujourd'hui, on n'a plus peur de tabous. On parle de plusieurs problèmes, on soulève les problèmes, on essaie de les mettre en avant pour avoir une solution. Et c'est ça ce qui est important, parce qu'à vouloir trop les cacher, travailler, les sous-entendre, parfois on ne fait que cacher la vérité. Donc je trouve que le drama algérien, ce Ramadan, a été vraiment... Il a tapé fort. Et d'après ce que j'ai vu, même le public algérien l'a bien... C'est-à-dire il s'est approprié ces feuilletons. Par exemple, si on parle de Moualoulia ou Al Barrani, c'est-à-dire que les gens se sont identifiés dans le contexte. Et c'est très important. Il y a un rapport très important dans les feuilletons qu'on a vus pratiquement, et notamment de Moualoulia et Al Barrani, c'est le rapport entre les parents et les enfants. Voilà, voilà. Le rapport entre les parents et les enfants est parfois tumultueux, conflictuel, et même très fort. C'est la maman qui est autoritaire, qui a séparé les enfants de leur père, dans le Barrani, qui a voulu qu'ils soient riches, que les enfants soient riches. Et alors le père a pris un clan seul. Les enfants sont partis avec leur mère, mais après, ils ont regretté. Ils ont vraiment regretté le fait de s'être séparés de leur père. Donc, là, c'est vraiment, ça a soulevé un problème de pauvreté, de richesse, de conflit social. Donc, c'est très important. Comme je l'ai dit, le drama a pu toucher un sujet très sensible, qui est la famille. C'est-à-dire les problèmes de famille ont été vraiment soulevés cette année dans le drama. Et je trouve que vraiment, c'est un pas très courageux. Reda Doumaz, quand on parle justement de famille, moi je voudrais revenir à la relation de ces dramas avec la société italienne. Quand on voit Le Parrain, on voit toutes les séries italo-américaines, on voit que le rapport entre les parents, les enfants est très fort en même temps. C'est dans un environnement gangréné de violence, de banditisme, etc., de drogue. Bien sûr. Dans toutes les sociétés du monde, surtout les sociétés européennes et américaines, dans ce sens-là. On s'est un peu américanisé, je peux dire. Chouïa. Non, mais dans toutes les sociétés du monde, on ne peut vivre que du vécu. Bien sûr. Moi, quand je me souviens, le vol à l'italienne, par exemple, c'est un vécu italien, certes. Ça, il n'est pas très étranger au nôtre. Pas très étranger au nôtre. Mais moi, ce que j'aimerais dire au sujet de la production de Ramadan, c'est que, comme l'a dit, il y a une continuité dans l'effort. On va toujours de mieux en mieux. On frappe de plus en plus fort. Je pense et je trouve que c'est bien de dénuder nos problèmes et de les regarder en face. Parce que le réalisateur, il n'est pas là pour donner une solution. Il va montrer un petit peu la société. Il va nous aider à se regarder en face, parce que notre problème, c'est la cellule familiale. Donc, je pense que c'est louable. C'est compliqué. En plus, le grand acquis, avec mes petites connaissances d'actorat, je vois que les acteurs sont mieux dirigés, je vois qu'il y a des dialogues bien faits. Et puis, il y a des acteurs, on voit qu'il y a des acteurs qui n'ont pas encore tout dit, on voit des acteurs qui arrivent derrière, on voit des acteurs qui sont bien placés, qui confirment, parce que vraiment,
voilà, moi je suis content. C'est bien. Yahya, moi je voudrais revenir un petit peu à la problématique justement de quand on fait ce genre de drama, le fait de montrer un petit peu la violence. La violence qu'on voit dans les films américains, on la retrouve aujourd'hui dans les dramas algériens. Je me souviens, par exemple, il y avait une thématique très importante que tu as dévoilée, qui est la réalité sur le terrain et dans la société, c'est la drogue à l'école. Fadama, tu as soulevé ce problème. J'étais même étonné, je me souviens, j'ai parlé avec le directeur général de l'ENTV, quand même, c'est osé de l'ENTV de montrer ce genre d'image, parce que je connais l'environnement de l'ENTV, ils ne diffusent pas ce genre d'image. C'est une vision collective, on va dire, avec Salah Bertine. Je le salue. Et je pense que moi, je suis très convaincu que... Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas provoquer... Tu as brisé les tabous, quoi. Provoquer des débats. Non, ce n'est pas question de briser les tabous, je m'en fous des tabous. Sincèrement, je ne pense pas du tout aux tabous quand je travaille. Moi, je pense que mon travail comme étant artiste, c'est un peu parler à la société, provoquer des débats et discuter. Et je pense qu'on a un manque de communication terrible entre nous. Et même dans la cellule familiale, je pense qu'un des thèmes que j'ai travaillé dessus depuis très, très longtemps dans mes premiers films, en fait, c'était dans Vengeance, dans Imagination, c'était le conflit en fait familial. En fait. Familial, c'était toujours le père et l'enfant. Et je pense qu'on est un peu tous touchés par ça. Et ce manque de communication, ce manque d'envie, des fois, un mot peut changer la vie de quelqu'un. Une petite phrase, juste la façon dont tu parles à un enfant. Et par rapport à l'autre, ça change, ça crée une jalousie, ça crée une haine, ça crée un truc. Et je voulais parler de ça, en fait, des détails très infiniment petits qui peuvent provoquer des haines, des bouleversements énormes dans l'avenir. Je pense que, et là, la discussion est, c'est quoi l'humain, comment il est fait. Après, je parlais aussi de, moi, toujours dans les thématiques, la classe sociale, en fait, de parler comment l'impérialisme américain, un peu, la mondialisation a touché, comment a changé les choses, la valeur de l'argent. C'est quoi la vraie valeur? Qu'est-ce qui c'est un principe? En fait, on a tous des principes, mais c'est quoi un principe? Où s'arrête le principe, où ça se termine? Des questions que j'aimerais bien débattre. Et c'est à travers vraiment des trucs comme ça que je parle. Mais pas pour être réellement provoquer. Mais je pense que tout ce qui est passé sur les réseaux sociaux, c'est un problème de concurrence, c'est pas un problème de public. Parce que moi, quand je sors dehors, par exemple l'année dernière, on a tourné à Bablouad. C'est un succès total. On disait, les gens de Bablouad n'ont pas accepté. Mais je tournais pendant que les gens... Oui, je me souviens. Pendant on en a parlé d'ailleurs. Oui. La polémique, je tournais à Bablouad et j'étais entouré de minimum de 300-400 personnes à chaque séquence. Ouais. Et tout le monde était là, et silence total quand on tourne, et le respect total. Moi, je pense, là, les gens que je remercie, vraiment, cette année aussi, on a tourné à Bablouad, une autre fois, on a tourné à la Concorde. On a été accueillis par les deux quartiers d'une façon énorme, d'une façon magnifique. Sinon, on ne pouvait pas tourner. En plus, ils savaient, parce que moi, je n'ai pas la même complication que les autres feuilletons. Moi, tu vois, toujours, j'ai créé la polémique qui est autour de ma personne. Alors, quand on montre, on dit, ah, ok, c'est le réalisateur de Dama, ok, il y a un problème. Alors, on dit non, on n'a eu pas du tout de problème. Ça veut dire que le public, quand n'est pas le public des réseaux sociaux. Quand le directeur, justement, de Chourouk a été convoqué à cause de Barrani, on s'est dit, voilà, nouveau scénario, Dama, Barrani. C'est juste une réaction aux réseaux sociaux, parce que réellement, dans le sens, j'ai vu un peu les feuilletons, un peu... Les autres. Oui, moi, je n'ai pas du tout fait cette année. Il y a plus de violence dans Hadash que... Même dans Rehan, même dans... Rehan aussi, oui. Moi, je n'ai pas du tout utilisé... Cette année, j'ai été très minutieux à ne pas faire aucune scène presque de violence. Ouais. Parce que, oui, il y avait une violence comme ça, forte, une présence... C'est une comédie noire, quand même, ce n'est pas une comédie. On a choisi de faire à 10h30, pas au prime time, déjà, pour que ça soit un peu lourd, pour que ça soit... Oui, un pas peu... pour les... Ouais, mais... Bizarrement, quand je sors dehors, c'est le public enfant qui vient vers moi pour faire des photos et tout. Donc les enfants sont plus captés par la série. Oui, ils ont adoré. C'est comme un phénomène d'une série italienne que tu connais, Gomorra. Gomorra, oui. Gomorra, elle a un succès fou avec les adolescents et les jeunes. Alors que les plus vieux n'aiment pas parce que ça montre une très mauvaise image de la ville de Naples, etc. Donc... chacun, comment il voit la série à son angle. Hein. Abbas, toi, tu as travaillé quand même beaucoup en France, dans des séries, enfin beaucoup de films. Je rappelle que tu as démarré en 84 avec Les Ripoux de Claude Zidi. Ouais, c'est vrai. C'est un film. C'est un film. J'ai revu aujourd'hui les bandes annonces, en essayant de trouver ton passage dans la bande annonce. Il n'y avait pas, mais je sais que dans le film il y en avait. Tu as joué, je crois, l'indique, c'est ça? Ouais, mais non, en fait.
c'était les débuts. Moi, j'étais encore élève à l'école de théâtre à Paris. Et je me souviens, ça c'était... Avec le grand Philippe Noiret. Et Thierry Lhermitte. Et Thierry Lhermitte. Voilà. Thierry Lhermitte, il venait de démarrer, mais Philippe Noiret, c'était quand même... Parce qu'il avait fait déjà le Père Noël est une ordure. Toute l'équipe du Splendide a été lancée. Tout à fait, oui. Non, les Ripoux, ça a donné... ça l'a vraiment propulsé pour faire des personnages de jeunes premiers. C'était mon premier ou ma première apparition cinématographique. Et c'était, en fait, j'avais vu Claude Zidi, je me souviens très bien. Le maître de la comédie française. Le maître de la comédie française. Ah ouais, vraiment. C'est vraiment, tu as raison de dire ça, parce que c'est vraiment le maître. Et je me souviens, c'est dans son bureau, et il me dit, voilà, Mamad m'a parlé beaucoup de toi, elle t'a vu, parce que quand on est à l'école de théâtre, on fait des présentations assez régulièrement, tous les 3 mois, et Mamad, c'était une casting, elle est venue à la rue Blanche. Il m'a dit, il m'a dit beaucoup de bien de toi, il me dit, c'est dommage, j'ai pas de rôle important, mais j'ai un rôle de dealer. Je lui dis pourquoi les Arabes font des dealers tant qu'à apprendre en français pour faire des dealers. Voilà. Non, mais c'est vrai. J'avais pas spécialement envie de le faire, mais je dis voilà, je me dis pourquoi je le ferais pas. Voilà. Tu m'excuses de poser cette question, Abbas. Ton physique et ton excellent accent en français t'a sauvé des rôles justement de maghrébins, de voyous, de truands, etc. Et même de terroristes dans les films français. Mais le dealer était très sympa. En fait, c'est pas un vrai dealer. Dans le film, je me souviens, c'est un mec très drôle, très sympa. Oui, c'est pas que ça m'a sauvé. Moi, ça me dérange pas de faire des rôles d'arabe. Tu es franchouillarde un petit peu. Oui, donc j'ai eu la chance, au fait, d'avoir un physique qui proche des Français que des. Moi, j'ai fait beaucoup de personnages de Français, de disco. Tout à fait, oui. L'un des rôles principaux, c'était un Normand, quoi. Donc, ça, c'est vraiment une chance. Surtout à mon époque. Oui, les années 80. 80-90, c'était pas aussi facile. Il n'y avait pas encore les Débouze, les Roches d'Izam et tout ça. Non, il n'y avait rien. C'était fermé à clé. Les Maghrébins passaient pas à l'écran. Mais oui, mais même par exemple, rentrer au Conservatoire national. Je me souviens, dans les années 80, il y avait un seul acteur qui avait fait fureur à l'époque, c'était Hamou Garaya. Dans Train d'enfer avec... Oui, tout à fait. En fait, à Mograïa, il avait... C'était le seul comédien beurre qui était illustré. Parce qu'il avait, en fait, travaillé avec Patrice Chéreau dans les Paravents de Jeunet au théâtre. Et Patrice Chéreau avait monté L'Empressé, ou L'Emblessé, je ne me rappelle plus, L'Empressé ou Blessé, où il avait un rôle assez important. Et quand Roger Hanna avait monté le Train d'enfer, il a joué le rôle de la victime là, qui se fait jeter par les skinheads. C'est un super acteur à Mograïa. C'est un super acteur qui a disparu après. Disparu parce que toujours la même chose, quoi. C'est-à-dire, il n'a pas la chance que j'ai. De pouvoir naviguer entre les rôles de français et les rôles d'arabe ou de voilà. Moi, je peux jouer les Italiens, les Espagnols, sauf les Chinois, quoi. Et encore. T'as failli jouer dans les Chinois. Non, mais tu sais. Mais tu sais que j'ai une anecdote super. J'ai fait le mariage du siècle avec Philippe Galland. Oui. Après, j'ai fait un autre film avec lui qui s'appelle Merci mon chien. Et dans Merci mon chien, il cherchait un Pakistanais parce qu'il voulait travailler sur les sans-papiers à l'époque. Ouais. Et c'est lui qui a lancé d'ailleurs Philippe Galland, Sami Bouajela. Ah, ok. Dans Thune. Et bien, figure-toi qu'il a cherché des Pakistanais qui parlent un peu le français, qui soient acteurs introuvables. Il a été chez les Indiens, les Hindous, introuvables. Et il cherchait là tous les castings. Et un jour, Atman Khalif. Oui. C'est un excellent comédien. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait qui a été découvert par les Deschiens. Exactement, bravo. Ouais. Oh là là, il est trop fort. Salim est trop fort. Et tu sais, il s'est grimé en pakistanais. Il a pris un accent. Il était connu avec les Deschiens. Il va au casting avec Philippe Galland. Philippe Galland ne l'a pas reconnu. Il ne l'a pas reconnu. Il a cru que c'était un Pakistanais. Ah, d'accord. Wallah, il a fait. Mais il faut voir ce film pour voir Atman dans le truc. Et donc, pour lui, c'était un Pakistanais, tu vois. Ouais. Et quand il a fini le casting, il a été pris. Il n'a pas dit tout de suite qu'il s'appelait Atman. Rien.
Donc il part et là, ça négocie. Et c'est parce qu'il a donné un faux nom. C'est compliqué les castings Bien dans sûr, les productions il a été pris, audiovisuelles et françaises. après, quand ils ont fait vraiment, quand ils commençaient à discuter le contrat, voilà, ton nom, ils attendaient un nom pakistanais. Ils disaient, Atman Khalif. Attendez. Voilà. Ah, c'est un Pakistanais musulman, il s'appelle Atman Khalif. Et il a fait le rôle. C'était un rôle important. Yahya, moi je voudrais revenir au casting, puisqu'on parle du casting. Bien sûr, il y a des comédiens connus et tout ça, mais il y a comme tu fais à chaque fois des découvertes de personnes qui apparaissent dans ta série. C'est quand même très important de trouver comme ça des nouvelles têtes. Je me souviens, tu as trouvé la petite fille qui a joué je pense qu'il y avait une petite fille que tu as joué dans ce film. Mia, voilà, exactement. C'est Mariam Rizqallah. Mariam Rizqallah, on a fait des castings, c'est une découverte. Mais il y a des gens que, du coup, moi je suis tout le temps dans la recherche, soit dans la recherche technique. Les comédiens que tu as découverts dans le Daman, tu les as pas relancés dans cette... Si, dans la recherche, même artistique, par exemple. Je suis dans les réseaux, il y a plein de gens qui m'envoient des mails, des vidéos. Je demande toujours des vidéos de présentation et je garde dans ma tête, on ne sait jamais. Très bien. Je garde dans un fichier. Les acteurs d'Ama tous ont joué, sauf Islam. Je n'ai pas trouvé un rôle pour Islam, mais je lui dois une après. Mais je pense que je suis obligé de continuer de ne pas les laisser seuls, en fait. Ouais, parce que les comédiens sont... Ammar a joué avec moi, Ammar a joué. Son frère, ses deux frères ont joué avec moi. Et bien sûr, Boualem Ben toute la famille Ammar a joué. Toute la famille Ammar, toute la famille. Moi, je pense que là, j'ai ramené, par exemple, une petite fille qui était à Bablouad. Là, j'ai rencontré dans un café qui est venu, on l'a pris pour un petit rôle. Je pense, j'ai pris des gens de TikTok, j'ai pris un peu des gens de théâtre, je ne connaissais pas. Moi, je pense que je cherche des rôles. Après, il y a le feeling, il y a aussi le talent du comédien. Moi, je pense que c'est le talent du comédien qui vient à toi et te dit « Ok, c'est moi ». Par exemple, il y a une actrice très connue TikTok, Yamna. Yamna qui a joué dans le film. Yamna, j'ai repéré en fait, oui. Elle est connue. Hein, non, j'ai repéré parce que je connais, j'ai repéré. Mais tu as fait découvrir son côté dramatique. Oui, l'année dernière, elle a joué avec moi dans une série que j'ai produite pour Semira TV. Je me souviens, oui. Et je pense qu'elle a beaucoup de potentiel. En plus, le rôle pour lequel j'ai écrit le rôle de Fatima, en fait, c'est un peu pour montrer elle a beaucoup de Fatima en elle, en fait. Elle a beaucoup de Fatima, et je pense que l'évolution qu'elle a fait, elle est énorme. Et je pense que, même moi, c'est un défi des fois de jouer avec des comédiens qui ne le sont pas, entre guillemets, et découvrir le talent de comédien. Il y a beaucoup de comédiens qui n'étaient pas des comédiens avant. Qui n'étaient pas des comédiens. Qui sont devenus... Là, on a ce problème en Algérie, c'est que, par exemple, on prend par exemple n'importe quel comédien, on dit « Oh, le grand comédien tel », parce qu'il devient âgé, alors il devient le grand comédien, alors qu'il n'a jamais fait de théâtre de sa vie. Mais dès qu'il est jeune, c'est un non, il ne faut pas le ramener, il vient de TikTok, il vient de je ne sais pas quoi. Alors justement, il y a le débat. Yahya, tu es l'un des rares, je pense, réalisateurs, et tu as fait un film cinéma qui n'est pas encore sorti. Il va sortir cette année. Il va sortir cette année avec une pléiade Yed Mariam, Yed Mariam, avec une pléiade disons, de stars des réseaux sociaux, Benhom, Rivka, le média, etc. Non, les médias. Chez le média, comment ça s'appelle Nahla, voilà, exactement. Dans Taimoucha, tu as fait le même moule. On t'a critiqué là-dessus, sur le fait, alors que moi, je pense que c'est un excellent mixage entre les acteurs professionnels qui ont fait du théâtre et cette jeune génération. Moi, je crois au potentiel, je nigre personne. Moi, je pense, nous, quand on était jeunes, comment je suis parti, moi, j'ai connu Abbas, c'est grâce à mes courts-métrages, en fait. Je faisais mes courts-métrages tout seul. J'autoproduisais mes cours. On n'avait pas de moyens, tu te souviens, Salim? Oui, je me souviens. On n'avait rien du tout. Je me produisais, je tournais dedans. Après, je suis parti voir Alouache qui faisait un casting. Je lui montrais mes cours. Et quand il m'a vu, il m'a dit « Pourquoi tu joues? Tu veux jouer ?» Je dis « Ouais, je joue. » Ouais, ok. Why not? L'essentiel que j'entre dans le métier. En fait. Dans le métier, oui, dans le milieu. Mais un jeune qui se fatigue tout le temps à se filmer, à essayer de jouer, il te donne plus de chances de le découvrir qu'un jeune qui est chez lui. Et comme on a un problème énorme dans le casting en Algérie, on a un vrai problème qu'on n'a pas le temps de faire des castings énormes dans la durée. En fait, dans la durée, on n'a qu'une période de 15-20 jours de faire des castings.
Est-ce que tu fais des castings, ce qu'on appelle Moi, je fais casting toujours des sauvage? castings. Non, je fais les deux. Je fais les deux. Moi, je fais appel à personne, on fait appel à... Tu choisis sur les réseaux sociaux? Oui, par exemple, Sid Ahmed, par exemple, là, il vient du TikTok, mais moi, j'ai fait un casting pour... on a vu 20 personnes. Il y a des gens du théâtre, il y a d'autres jeunes qui sont venus de partout. Mais lui, je voulais qu'il joue. Il y avait quelque chose en lui que je voulais dans le feuilleton, en fait. C'est pour ça. Nouran, elle a joué un petit rôle. Je ne connaissais pas du tout. Je n'ai jamais vu ses vidéos sur Internet. Mais quand il est venu au casting, j'ai vu une énergie qui se dégage d'elle. Je voulais cette énergie dans le film, en fait. C'est comme ça que ça marche pour moi. Je ne sais pas. C'est ma méthode, c'est ma manière de travailler. Mais moi, je crois au talent. Il y a des acteurs, par exemple, comme Draji, Abdelkrim Draji. Abdelkrim a joué dans Id Mariam. Il a joué un rôle tout à fait différent. C'est-à-dire, on ne le connaissait pas dans un rôle Draji a commencé osé. Voilà, il a commencé Futube. Donc, c'est-à-dire dans le film... Oui, mais il a commencé aussi à faire des podcasts. Non, c'est un comédien que j'ai connu. Il venait du conservatoire. Il a eu des prix et tout. Et après, il était en déclin. En fait, il était vraiment, il voulait tout lâcher. Et moi, je l'ai pris dans Id Mariam. Et là, il commence à... il a fait des vidéos. Après, il a commencé à faire des vidéos. Mais il participait. C'est comme nous, on veut. Même lui, il veut participer. Même moi, si j'ai pas... on veut se montrer, c'est ça le... Et tu sais, Abbas, lui, il a été assistant de pas mal de grands réalisateurs, dont Jamal Ben Salah, dont il était dans l'Oued. Ah ouais. Jamal Ben Salah. Il a été assistant. Il a traîné sa bosse. Mais je suis content de le retrouver là parce que j'ai rencontré grâce à Bachir et ses films, enfin les 2 trucs qu'on a fait, des gens qui ont vraiment évolué. Il y avait une assistante et une script et une maquilleuse qui sont devenues vraiment, une est devenue productrice ou directrice de production, une autre qui réalise. Ça fait vraiment plaisir d'avoir... En fait, je voudrais juste intervenir, si vous me permettez, sur le problème du casting. Voilà. En France, on a beaucoup d'écoles de théâtre, de cinéma et de... Il y a le rôle de l'agent aussi. Hein. Oui, mais avant d'avoir un agent, il faut courir. Hein. C'est-à-dire, évidemment, les agents sont saturés. Tu appelles un agent, tu lui envoies 25 000 mails. S'il ne te voit pas, il ne peut pas t'engager. Nous, en Algérie, on n'a qu'une seule agence. Hein, oui, mais... en fait, Trois, les gens... Je ne les connais pas. Les gens, en fait, ici, ils n'ont pas cette possibilité de sortir d'une école. Il n'y a pas beaucoup de théâtre. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de production théâtrale pour que les metteurs en scène les remarquent. Alors qu'est-ce qu'ils font? Depuis l'arrivée de TikTok, tu peux avoir des gens qui disent lui, il a quand même du talent. Fais voir. Mais la problématique qui se pose, c'est ce mec que tu vas choper toi. Tu vas lui donner sa chance. Il va travailler avec toi, hop, on va le révéler. Mais s'il n'a pas une formation réelle, il va mourir. Enfin, pas lui physiquement, mais sa carrière va s'affaisser. Regarde, je te donne un exemple. Tu te souviens, Salim, de Canal+. Oui. Les nanas, elles venaient faire la météo, elles sont chopées, elle est elles jolie, deviennent des actrices. Oui, mais sa carrière, elle s'arrête à 3 secondes. Moi, j'ai tourné avec Jean-Paul Salomé avec une fille qui s'appelle Alexandra Kazan. Tu te souviens, elle était sur Canal+. Elle a fait... On n'entend plus parler de Kazan. Parce que si cette personne-là, elle a eu la chance de faire un film et elle va s'intégrer dans une école. En France, on a les écoles, on peut y aller. En Algérie, ça manque. Je veux juste parler de ça, juste un petit moment, parce que là, moi, toujours, les jeunes comédiens, je leur dis, il faut de la pertinence, il faut vraiment que vous faites quelque chose, vous faites des formations. Vous payez. Il y a Karimo qui est parti même à Marseille pour faire des masterclass. Là, il a persévéré, Karimo. J'ai appelé ça les Rifka, par exemple, parce qu'il y a un festival de Annaba qui organise un masterclass avec les Italiens. Oui, pour s'inscrire. Moi, toujours, je les encourage, je leur dis. Génial. Le théâtre, c'est très important. C'est très important. Ça dépend du prof, certes. Parce que le théâtre en absolu, c'est pas, des fois, c'est pas le cinéma. Est-ce que tu es pour les formations de 15-20 jours? Je suis pour toutes les formations. Moi, une semaine. Moi, j'ai fait toutes les formations. Moi, je suis parti chez Luc Besson pour faire un masterclass. Ah, c'est bien ça. Oui. Moi, je suis parti 2 jours à Luc Besson. 2 jours. Oui, 2 jours. Je prends des notes à Luc Besson. C'était Luc Besson qui donnait. Luc Besson, bien sûr. Luc Besson en personne. En t-shirt déjà.
catastrophique. Il venait pendant la journée. Mais c'était bien, il nous a montré même il avait un studio qui s'appelait Lumière. Oui, non, c'était la ville du cinéma en fait. À la ville du cinéma. À Saint-Denis. Et il y avait aussi, il nous montrait même le dernier film là, j'ai vu les images avant la sortie, il nous a expliqué les difficultés, il nous a raconté des anecdotes avec les comédiens, comment traiter avec une star, parce que comment travailler par exemple avec Bruce Willis. Et Scarlett Johansson, par exemple, c'est des détails. Avec Liam Neeson aussi. Oui, mais par exemple, Bruce Willis lui disait non, moi je tourne, par exemple, un plan, je reste une demi-heure à la loge, tu vois, dans le sens l'agent du. Ouais. Après, il a fait un compromis avec Bruce Willis, où Bruce Willis tournait tout le temps, tu vois, dans le sens. Est-ce que tu es d'accord? Nous, on n'a pas d'industrie de cinéma, mais tu as vu, par exemple, l'exemple, le modèle de Besson, c'est dans l'affiche, c'est Besson en grand. Tu es à la tête d'affiche, Liam Neeson ou une autre star, Bruce Willis. Après, le réalisateur, il est tout petit. Oui, parce que des fois, le réalisateur n'est qu'un... Après, je connais quelques réalisateurs qui travaillent avec Besson dans... comment il s'appelle? Celui qui avait fait un film avec lui, Transporteur, oui. Il a fait beaucoup. Il nous a dit, par exemple, lui, le réalisateur n'assiste pas au montage, c'est Besson et le monteur. Même le film de Liam Neeson, ouais, c'est lui. Ouais. Mais je pense que c'est des réalisateurs exécutifs. Par exemple, dans la série, j'ai ramené un réalisateur que c'est des réalisateurs exécutifs. Non, j'ai ramené une équipe. Ouais. Je pense qu'un réalisateur exécutif, c'est une question de vision. Moi, je pense que c'est ça la différence. Ouais. En fait, un réalisateur qui tourne avec il avait des réalisateurs de très bons techniciens. Oui, c'est des techniciens, même, c'est des metteurs en scène, mais ça reste, c'est ça, la vision de Besson. Ouais. Là, quand tu ramènes, par exemple, sur le Balani, j'ai ramené un jeune réalisateur, j'ai ramené Abala, et aussi le premier assistant qui est devenu réalisateur exécutif pour quelques séquences. Et je leur donnais la possibilité d'être libre. En fait, j'ai besoin de ça, des acteurs, j'ai besoin de ça, de la technique. Après, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Mais c'est ma vision, c'est pas la leur. C'est ça la différence. En fait, c'est des réalisateurs. Oui, c'est lui qui est à la tête de la production. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est lui le chef. Hein, mais je pense qu'il faut qu'on se partage, même côté réalisation, je pense qu'il ne faut pas... moi, par exemple, il y a beaucoup de réalisateurs qui étaient mes assistants, comme j'étais l'assistant d'autres. Et il faut se partager et être content pour eux. Parce que je pense que c'est un métier de partage. Je ne pense pas qu'il y a une vraie concurrence. Pour moi, l'Algérie peut avoir facilement 15 feuilletons par an. À l'état où on est. À l'état où on est. On peut avoir facilement 15 feuilletons. Il faut beaucoup d'argent. Parce que, non, je pense que ce n'est pas une question d'argent. Il y a assez d'argent en Algérie. Quand tu vois les pays... On va parler dans la deuxième partie de l'émission des séries syriennes, hein, les feuilletons syriens qui... malgré la guerre, l'instabilité politique, etc., produisent 20 feuilletons par an. 20 feuilletons, c'est énorme. Hein. On va regarder deux bandes annonces, Abbas, qui te concernent. C'est Donc, deux films. L'un qui t'a vraiment propulsé sur le plan international, c'est la série de Canal+, Carlos. Ah oui. Hein, dont tu as joué un rôle court mais important. Ah, hyper important. Hyper important, on en parlera. Et puis, l'un de tes derniers films, c'est Youssef Salem a du succès. Ouais, de Baya Kasmi. De Baya Kasmi. On l'a présenté d'ailleurs ici en Algérie. Il est sorti ici en Algérie? Il n'est pas sorti. Ah d'accord, vous l'avez présenté. Non, il n'est pas sorti. Bah, je ne sais pas pourquoi il n'est pas sorti, il devait sortir. Mais je rappelle, le dernier, c'est le petit blanc de la Casbah, hein, avec Arcadie. Oui, mais je ne suis pas très trop content. Non. Pas très content, pourquoi? Non, je sais pas, parce que j'ai vu le film et ça ne m'a pas... C'est du Arcadie. Oui, c'est du Arcadie. Moi, je suis un peu franc, je n'aime pas dire quelque chose que j'aime, mais c'est pas grave, on peut rater un film. Oui. Voilà, c'est tout. En plus, voilà, j'ai accepté aussi parce que ça se tournait en Algérie. C'est vrai qu'il y avait des belles scènes, la scène d'Alger, on te découvre avec... bien sûr, oui. Très bien. Mais c'était un film qui devait sortir ici, puis il n'est pas sorti. Hein. Mais on connaît les raisons. L'essentiel, on va voir deux bandes annonces de Carlos et de Youssef, une comédie. Hein. On discutera justement j'ai adoré ce film. D'ailleurs, il faut qu'il sorte ici. C'est vraiment, vraiment génial. Il n'y a rien qui peut choquer les Algériens. Il faut ramener Ramzi. Mais bien sûr qu'il vient. Mais bien sûr, mais même Baya Kasmi, elle vient. Hein? Il est chez lui. Mais oui. Voilà, on regarde la bande-annonce et on revient au débat. Like you, I strongly believe that the struggle should take on an international level.
And I will be more than honored to contribute with some of my modest skills. You are still a boy. I need man. So you don't trust me because I'm young? You have to prove yourself. Choose a code name. I already have. Terror, blackmail, the taking of civilian hostages. Every Western intelligence service has its eyes on me. You need me. My name is Fear. I've been planning this operation for months! Who are you to talk to me like that? I decide whether you must be eliminated or not. For me, there's no going back. You have become a star. I am honored to meet the famous Carlos. I would have preferred a spectacular operation. I can give you the chance to do that. Anyone who doesn't obey our orders immediately will be executed. Wherever you go, they will find you. Living under the fear and the loneliness. How do you expect it to end? My name is Carlos. Youssef Salem, tu es officiellement sur la shortlist du concours. Faut que je le dise à mes parents. Comment t'as pu écrire un torchon pareil? Maman n'a jamais couché avec le maître nageur. Je sais bien. T'imagines si papa il tombe dessus? Ouais. T'imagines le Tu début? mériterais qu'on mette un contrat sur ta tête. Ouais. Putain. Ouais. Qu'on t'élimine. C'est moi, l'auteur Youssef Salam. Je l'ai pas lu encore, enfin je vais le lire, hein, mais Oui. il paraît que c'est super. En tout cas, ça se vend très très bien. Eh ben justement, il faudrait arrêter de le vendre, s'il vous plaît. Moi, j'aime pas du tout votre petit mépris d'auteur. C'est une question de vie ou de mort. Dans cette famille, tout le monde a honte d'être arabe. Voilà. Zerma, t'es écrivain, tu connais rien. Zerma, je suis un Moleskine, je suis là avec mon critérium, elle est génial. Critérium Clochard, va. C'est quoi l'exemple que vous voulez donner? J'essaye juste dans ce livre de raconter l'histoire d'une famille en restant le plus lucide possible. Et il se trouve que cette famille, elle a des défauts. C'est moi qui l'ai déniché. Oui, mais Ce génie. Allez, c'est le dernier. Maman, papa, j'ai quelque chose à vous dire. Je suis grand-mère. Non, non, maman. C'est vous qui avez écrit ce bouquet magnifique là? Oui. Je suis reconnue, je sais pas, cette famille. Vous êtes une arabe? Ça va pas, non, Ah ouais, je suis d'accord. pas arabe. Non, 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 ouais. non, moi je suis marseillaise. Ah, pour quel film? Bah ça, Youssef Le Salem. dernier, Youssef Salem. Bien sûr. Pourquoi moi, je suis passé ça? à ça. Ramzi, il est passé à ça. Daya, C'est-à-dire, le vous avez été nominé. On était limite, quoi. Ah, c'est un d'accord. truc qu'on n'a pas fait campagne. Moi, j'étais ici, il fallait faire campagne à Paris. Il Oui. fallait appeler tous les potes, il fallait faire une campagne pour y arriver, quoi. Ouais, ouais. Mais bon, on en a parlé un peu dans les réseaux, mais pas ça. Et c'est une comédie qui a marché, qui Il a cartonné. qui a marché. Les critiques étaient dithyrambiques. C'était vraiment Ramzi. On l'a jamais vu dans un rôle dramatique aussi bien, aussi sobre, aussi. Il joue bien. C'est un film d'une intelligence, d'une tendresse. Et en plus, ça parle de la famille. Ça, on en a marre de parler de la famille algérienne. Il n'y a que des dealers, des voleurs, Voilà. des machins. Non, La là, c'est une famille, famille c'est algérienne normale. en plus, c'est un intellectuel qui crée C'est un un livre. intellectuel qui crée un livre sur sa famille, il leur cache ce qu'il dit. Et il leur fait croire qu'il écrit un film qui s'appelle Le choc toxique. Oui. Voilà. Donc son père, il lui corrige les fautes d'orthographe, parce que c'est un fan de la langue française, il ne veut pas des fautes d'orthographe. Et il lui corrige un autre livre. Et le père, bien sûr, c'est toi. Et le père, c'est moi. Voilà. Voilà. Et il lui corrige un autre livre qui n'est jamais. Et c'est pour ça qu'il dit dans le film qu'est-ce que je vais dire à mes parents. Parce Oui. que lui, il écrit sans savoir qu'il allait avoir le succès. Oui. Et il a le Goncourt. Il est Imagine sélectionné pour le Goncourt, ouais. Hein Ouais, ouais. Et là, le père va découvrir voilà, tout ce qu'il a écrit sur la famille, quoi. Tout ce qu'il dévoile. Mais c'est énorme comme film. Ouais, ouais. Vraiment. Est-ce que tu as eu des retours justement des écrivains algériens qui sont installés en France, qui sont venus découvrir ce film? Les écrivains algériens. Ah oui, oui, des auteurs, parce que ça un peu, ça les interpelle. Non, on a eu beaucoup d'écrivains français qui, par exemple, la femme qui a eu le Goncourt, le dernier Goncourt, Ouais. qui a écrit à Baya Kasmi un article sublime. Et ils sont bizarres, les amis. Qui sont bizarres. Wallah, je l'ai écrit. Ça me rappelle le Choc, film. je te donne. Tu sais pourquoi ils sont bizarres, Oui, les journalistes? Pas tous. oui. Moi,
toi, tu me connaissais, tu m'invites. Je te jure, je suis très touché et ému d'être là. Les journalistes à l'époque, moi je fais Disco, j'ai l'un des rôles principaux. J'ai vu un jour Disco dans un journal, il cite Franck Dubosc, alors que dans les journaux français, tu vois, il cite Franck Dubosc, Samuel Le Bihan, Abel Zamani, et après Depardieu. Là, il cite même pas Samuel, Franck Dubosc, et il ne cite pas Abel Zamani. Oh, tu es algérien, tu dois être un petit peu... Tu parles des auteurs algériens? Je parle des journalistes algériens. Ah, d'accord. La presse algérienne, d'accord. Tu sais comment? Parce que le film sort sur TF1. Ouais. Donc, tu as, je ne sais pas quel, que je ne me rappelle plus des journaux, mais aucun ne cite. Mais nom de Dieu, ça veut dire que tu n'aimes pas qu'un Algérien réussisse, quoi. Wallah. Justement, non, mais je te jure, ça t'a touché. Non, c'est vexant, quoi. Normalement, on doit être tellement heureux pour un Algérien qui réussit là-bas. Alors, tu parles d'un Algérien qui a réussi là-bas. Il y a un Algérien qui a réussi à Hollywood et qui va jouer un rôle important. Et il y a beaucoup de critiques là-dessus. C'est Tahar Rahim qui va jouer dans un biopic sur Aznavour. Oui, bah ça y est, ils ont fini. Ils ont fini, mais oui. Est-ce que tu le vois dans le rôle de Aznavour? J'ai Omar Sharif, qui est égyptien, quand même, typé égyptien. Oui, oui. On est bien d'accord. Oui, il a quand même joué le rôle d'un nazi. Oui. Dans La Nuit des Généraux. Oui. Il a joué quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es tellement connu, tu es une star mondiale, qu'on oublie d'où tu viens. Donc, Tahar, on oublie d'où il vient, qu'il soit algérien, qu'il soit. Donc, le fait de jouer Charles Aznavour. جيبوا un technicien باش يريغلي له الميكرو. Il y a Dali Ben Salah. Oui, Dali Ben Salah, oui. Qui est James Bond. C'est James Bond. Quand on arrive à incarner des rôles vers l'international, on n'a plus d'identité, on n'a plus d'appartenance. Sofia Boutella. On devient universel. Sofia Boutella, le dernier film de Snyder. Oui, Snyder. Zack Snyder. C'est vraiment Sofia Boutella, c'est un phénomène. Oui, Sofia Boutella. Non, mais c'est très important. Là, on a vu aussi ta participation dans la série Carlos, qui a été diffusée sur Canal+, une production Canal+. C'est un film. C'est un film qui a été présenté à Cannes. Oui, bien sûr, qui a été présenté à Cannes, qui a été transformé en deux parties. Du rôle du président Bouteflika. Enfin, Bouteflika, à l'époque, était ministre des Affaires étrangères. Lors de la prise d'otages à Vienne, ils ont détourné l'avion et il a atterri à Alger. Et c'était, à l'époque, c'était Bouteflika qui a reçu Carlos. C'est une scène mémorable, non? Ah, magnifique à faire. Vraiment, c'était magnifique à faire. Vraiment, c'était parce que la scène est extrêmement importante dans le récit, dans la narration du film. Et j'étais content d'interpréter Bouteflika. Et avant d'interpréter, j'ai quand même regardé. Non, دخلوا directement. Vas-y. Il y a un problème. Non, mais tu l'as mal orienté, mon ami. Il est mal orienté? Oui. Viens ici, mon chéri. Ça va, là? Et j'ai découvert une intelligence extrême chez lui. Ouais. Vraiment. C'est-à-dire, on avait un homme d'une extrême intelligence. Tu parles de qui? De Bouteflika, oui. de moi. D'une finesse, Et j'ai regardé, je dis, purée, ça vaut le coup de faire un film sur lui, quoi. Est-ce qu'au départ, on t'a présenté le personnage comme ça? On t'a dit, tu vas jouer le rôle de... Moi, j'ai vu Assayas, c'est Olivier Assayas. Assayas, oui, Olivier Assayas, le réalisateur. Oui, il avait pensé à moi et quand on s'est vu, il m'a dit... Il n'y a pas eu d'autres comédiens qui ont concouru? Non, il y avait Abel Zahmani. Je ne sais pas pourquoi, non, mais c'est vrai. Hein. Oui. Je ne sais pas pourquoi c'était le choix de Assayas, c'était que sur moi. Peut-être que le physique ressemble un peu... Il avait la moustache. Voilà, donc peut-être que ça... Et j'avais même pris l'accent de... Ah oui. Parce qu'il parle comme il ça. roule les R, il roule les R. Oui, il avait une super élocution et j'ai pris un plaisir malin. Et il y avait aussi Wardash qui a joué le rôle de Belaïd Abdeslam. Parce que Belaïd Abdeslam, c'est lui qui présidait le sommet, la réunion de l'OPEP à Vienne, qui a été prise en otage par le groupe de Carlos à l'époque. Ouais. D'ailleurs, ça m'a... J'ai raconté. Pourquoi? Parce que ça m'a marqué. Je trouve que les embrassades des gens, ils sont au ralenti, tu sais. Oui. Tu sais, quand tu t'embrasses, et là, quand j'arrive à l'aéroport, il y a donc l'acteur qui faisait ça et qui est venu vers moi et
action, il vient m'embrasser. Mais tu es au ralenti. Qu'est-ce que tu veux que tu m'embrasses pas normalement? Il dit non, il s'embrasse comme ça, au ralenti. Parle-nous un peu du tournage. Est-ce que ça a été tourné à Alger? Non, à Beyrouth. À Beyrouth. Ouais. Donc la scène de Toutes les scènes l'aéroport ont été tournées à Pourquoi Beyrouth. le choix de Beyrouth? Pourquoi le choix de Beyrouth? Ça, il faut le demander au premier. Parce que moi, je sais pourquoi. Tu veux que je le dise? Oui, vas-y. On va te virer. Non, en fait, c'est tout simplement parce que les assurances coûtaient cher. Ah oui, mais c'est toujours comme ça. Pas ici. C'est quand tu tournais en Algérie. Quand tu tournais en Algérie, c'est normal. Oui. C'est normal. Donc ça coûtait tellement cher. Beaucoup de stars hollywoodiennes ne tournent pas en Algérie à cause des assurances. C'est trop cher. Donc, non, il faut préciser. Ça va mieux maintenant. Hein, ça va mieux. Et ça va mieux, mais il faut préciser. Yahya, par exemple, quand il y a des stars américaines viennent tourner ici en Algérie, ils refusent, les assurances américaines refusent, parce qu'à l'époque, l'Algérie était une zone à risque. Voilà, c'est ça. Donc, moi, j'ai tourné avec Dujardin une fois sur le film Un balcon sur la mer, j'ai produit une petite partie. Voilà, oui. Mais au début, ils étaient tous effrayés, là, non, on vient. Mais après, quand on tourne, on dit, dommage qu'on n'a pas tourné tout le film ici, tu vois. Voilà, oui. C'est vrai, t'as raison, ici, t'as raison, Yahya. Tout le monde dit, on aurait dû tout faire ici. On aurait dû le faire, ouais. La même chose dans le film de Jamal Ben Salah. Jamal Ben Salah, je me souviens, oui. Mais les chefs opérateurs étrangers, mais ils adorent la lumière en Algérie. Nadir Mouklis, il y avait un réalisateur franco-italien, mais à chaque fois, il me disait, mais regarde, baisse, regarde. Ça aurait joué même un rôle pour la promotion touristique aussi en Algérie. Oui, Nabila, tu voulais dire quelque chose? Ça aurait même joué pour la promotion touristique en Algérie, parce que si on tourne des films ici, donc on mettra en évidence la beauté de notre pays, les monuments, les sites, les paysages. On a une diversité extraordinaire. Dans les réalisateurs européens, notamment français, ils tournent beaucoup à la Casbah, la baie d'Alger. Voilà. Par exemple, il a tourné dans le film d'Elis Paloma, c'était la Casbah. Ils aiment les sites historiques, ils aiment bien les vieilles médinas. C'est important pour eux, c'est très intéressant. Oui, vas-y. On avait le jardin d'essai. Le jardin d'essai, oui, il est magnifique le jardin d'essai. Oui. Mais pourquoi les gens, c'est-à-dire qu'on a tous, moi, c'est comme toi, tu vois, moi j'étais un amoureux des films américains, mais de l'époque, pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça me... on avait envie d'aller aux États-Unis. Bien sûr. Parce que ça nous faisait rêver ces paysages incroyables qu'on voyait au cinéma. Je pense que la beauté est relative aussi, Céline. Par exemple, moi, quand tu tournes à Alger, quand tu montres les vraies rues de Bab el-Oued, pas que les beauty shots, on va dire. Bien sûr. Moi, je pense, il y a beaucoup, par exemple, quand on tournait à Bab el-Oued, pendant le tournage, il y avait des gens qui venaient des autres villes, qui sont venus dans le quartier pour découvrir Bab el-Oued. Tout à fait, comme le font pour les Turcs. Devant le magasin, par exemple, d'Amé Salah. Ils prennent des photos, je te jure, à ce point. Ils cherchaient la maison de Saleh, ils disent, c'est là. Alors, je voudrais, à mon avis, c'est très important. Je voudrais parler d'un truc important. Yahya, tu as tourné dans les voûtes d'Alger. Vous savez, les voûtes, c'est Jane Flameroté, c'est je crois au-dessous de la place des Martyrs. C'est un décor magnifique. Tu as tourné une scène Fdama, je sais. Plusieurs scènes Fdama. Et même le clip a été tourné. C'est une découverte pour le public. C'est un espace qu'ils ne connaissent pas. Les Algérois eux-mêmes après, aujourd'hui, l'Amirauté autorise la visite. On a tourné maintenant en dessous de l'Amirauté. Voilà, et justement, ils autorisent la visite du site 200 dinars pour découvrir chaque mardi soir. Il est accessible, c'est-à-dire 200 dinars, c'est accessible pour tout le monde. Avant, ce n'était pas accessible. C'était fermé. Maintenant, ils font découvrir. Pour l'anecdote. Ah oui. Magnifique. Vas-y. Le Chabi, l'Anqa, c'est des voûtes. Et à partir d'une voûte qui s'appelait le Café de la Gare, qui est juste en face de la gare centrale, c'est de là qu'est partie l'aventure qu'on appelle aujourd'hui l'Anqa. Il avait juste 12 ans quand il a commencé à écouter la musique qui sortait de l'intérieur. Pourquoi on répétait les voûtes? Il y avait Cheikh Nador là-bas, Fermdan, qui donnait le concert d'eux. Ils se sont aperçus du petit garçon qui tapotait sur la table. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé sa vie artistique. Moi, je me suis inspiré le Café de la Gare. Je me suis inspiré trop de Chabi, par exemple, dans l'écriture. Si tu vois, par exemple, les dialogues de Balani, par exemple, et tout, il n'y a presque pas de français, par exemple. C'est en arabe dialectal. Parce que quand tu vois le Chabi, l'ancien Chabi algérois, dans le parler et tout,
c'est vraiment de l'arabe, c'est vraiment de Dans le l'arabe, parler de terre, l'algérien. De l'algérien. c'est le dialecte Moi, algérien, je cherchais à voilà. faire vraiment marquer le maximum c'est le de parler mots en algérien. Ben oui, Ouais. ben oui, notre parler. Date, tu vois, regarde, tu vois dans le balani, tu vois des mots comme ça, date, c'est des mots qu'on n'a pas trop Oui, mais l'habitude de dire. Ils sont utilisés dans le chabi ou dans le raï. Nous avons un parler assez riche. Reda, on sent par exemple dans les deux dramas, les Daroum Yahya, la présence du chabi. D'ailleurs, l'histoire de Boualam qui avait Houinta, il écoutait Chabi. Toujours, je mets un touche. Cette année, avec Mustafa qui écoute Amar Zahi. Voilà. Et à la fin, ça se termine par un petit concert, par un petit truc sur le toit, sur les terrasses de la Casbah avec Amar Zahi. Les terrasses à la Casbah. Oui. Donc, le parler تاعنا, il est d'une richesse inouïe. On peut. Tu vois, par exemple, quand on dit Boualam Banani, il dit Fit Douakhlek. Alors, c'est des mots qu'on n'utilise plus. Moi, j'ai ramené ça, j'ai ramené tout. J'ai épuisé trop dans le J'ai remarqué que كلمة شغل والعفسة وهذيك ما كاش. On peut parler sans dire شغل, sans dire عفسة. J'ai essayé le maximum de minimiser des fois, mais avec les acteurs, des fois, ça glisse. Mais dans l'écriture, je pense, de l'écrit, c'est presque à 90% en dialecte algérien. Je pense pas. Imaginez, j'ai enlevé tout ça, c'est les mots. Et je ne pense pas que les jeunes énergies que tu as découverts, que tu as pris en charge, je ne pense pas que ça les a gênés. Non, pas du tout. Au contraire. Non, au début, par exemple, quand ils lisent, ils disent oh, ok, le dialogue est un peu compliqué. Par exemple, Mustafa Al-Alibi m'a dit tes mots sont compliqués à mâcher, tu vois. Il m'a dit c'est très compliqué à mâcher. Mais après, il m'a dit c'est la première fois que je parle un texte mot par mot. Mot par mot. C'est la première fois dans ma vie que j'ai dit un texte mot par mot. Et cette année, Yahya, c'est toi qui as écrit les dialogues. J'étais très méticuleux sur le dialogue. Ouais. C'est ça qui me manque, moi. Qu'est-ce qui te manque? Ce qu'il dit. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, si moi, on me propose de retourner un jour ici, il faudrait qu'il y ait du texte. Il a raison ce qu'il dit. La langue, en fait, quand tu cherches, s'il y a un dialoguiste, il cherche, il y a un argot algérien. Alors, il y a un argot algérien. Et ça, on l'a perdu. Il faut arrêter avec le franc arabe. Moi, j'aime pas. Voilà. C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait des auteurs qui écrivent, mais vraiment de l'algérien. Et petit à petit, on peut l'imposer ailleurs. Mais j'ai beaucoup aimé ton interprétation justement de Togay, pour revenir au personnage, parce que le personnage est, disons, un peu controversé, mafieux, etc., etc. Mais tu as tourné pratiquement en arabe. Hein, oui, bien sûr. Darja Tawaharm, je crois. C'est Darja l'Ouest. Donc, est-ce que ça te convenait dans ce registre-là? Parce que je sais que pratiquement dans toutes tes interprétations, dans les films algériens dans lesquels tu as bossé, tu as parlé pratiquement moitié français, moitié arabe. Bien sûr, j'étais beaucoup plus à l'aise. Je suis plus à l'aise dans la langue française, dans l'improvisation. Par exemple, c'est pas dans l'impro, moi j'aime pas trop l'improvisation, j'aime bien les textes bien écrits. Là, au fait, quand on m'a proposé ce personnage, j'ai dit OK, à la condition sine qua non, il faut que j'aille à Oran, dans l'Oranie, quoi. C'est de ma famille à Sidi Bel Abbès, et je travaille et j'ai travaillé vraiment beaucoup. Ah, tu as travaillé sur le bien sûr, mais je crois que je n'ai jamais autant travaillé que là. J'avais mon neveu qui s'appelle Driss Zahmani, qui m'a aidé beaucoup parce qu'il est chanteur, et comme c'est un bon chanteur, il interprète. Donc il m'a aidé dans la rythmique, dès que je dis un truc un peu, dans la sonorité, donc parfois tu as l'accent français qui sort, il dit non, t'enlèves. Et je l'ai usé, meskin, wallah, je l'ai usé. Zama, m'sbah tel l'ashia, nakulu ghi shouya fi 12. Wallah, j'ai vraiment beaucoup c'est bien, travaillé. tu prépares bien ton rôle, quoi. Mais si tu ne prépares pas, tu arrives vite. Moi, je ne vais pas parler de certaines personnes, mais il y a ce qu'on appelle la préparation du rôle. Oui. Il y a beaucoup, le réalisateur Yahya est là, parfois des réalisateurs souffrent de comédiens qui n'apprennent pas leur texte. Mais ça, je l'ai vécu. Hein. Je ne veux pas citer de nom, mais je l'ai vécu. À chaque fois, c'est vrai, ils apprennent plein leur texte, et tu te dis, mais comment tu as préparé? Tu n'as rien préparé du tout, quoi. Moi, par exemple, si je joue une pièce de théâtre. D'accord. Théâtre, c'est plus complexe. Hein? Non, j'ai une pièce de théâtre. Il faut que je la lise beaucoup. Même si je la connais, je la relis. Au fait, moi, la composition d'un personnage, je ne suis pas dans l'acteur studio, je ne suis pas dans Grotowski, je suis plutôt dans Bouquet, c'est-à-dire Michel Bouquet. Tu prends un texte,
tu le lis, tu le relis, tu le lis, tu le relis, jusqu'à ce que tu chopes l'inconscient de l'auteur. Parce que l'auteur, en fait, il écrit des choses, mais il y a des choses qui lui échappent. Et c'est ce qui lui échappe qui va construire, moi, mon personnage. Yahya, il a soulevé un problème sur une autre chaîne, notre ami Abbas, sur le fait que parfois le scénario n'est pas prêt lors du tournage, ou là, quelques bribes du scénario existent. Est-ce que le problème de l'écriture se pose pour les producteurs et même pour le réalisateur? Parfois, il y a des textes qui changent, il y a des trucs. Donc les comédiens sont un peu dans, comment dirais-je, ils sont un peu perdus. Moi, je pense que ça dépend. Ça dépend comment. Moi, je pense, je suis d'accord avec Abbas à 100%. Mais ce qui est important, c'est que l'acteur comprenne bien le personnage. C'est ça. S'il comprend bien le personnage, s'il est le personnage. Par exemple, moi, au début, il y avait quelques acteurs qui n'étaient pas qui marchaient pas. Par exemple, les dialogues étaient là, les premiers épisodes, on va dire, étaient écrits, mais qui n'étaient pas dedans. Après un moment, ils ont évolué. Et j'avais plus besoin de diriger, sincèrement. C'était comme de la magie, en fait. Ils viennent, tu leur écris le texte, ils le préparent. Est-ce que tu es pour l'improvisation? Il y a beaucoup qui jouent l'improvisation. Moi, en général, j'écris tout. J'écris tout. L'art ne s'improvise pas, mon pote. J'écris tout. Mais j'écris dans la logique des personnages. Des fois, l'inconscient des acteurs me donne des idées, par exemple. Quand ils s'énervent, quand je vois comment ils parlent, là, je dis, OK, ça, c'est bien. Là, ce tic, j'aime bien ce tic. Je vais l'utiliser dans tel. Et en fait, c'est ça. J'évolue aussi avec les acteurs. Des fois, l'écriture évolue avec les comédiens. Quand où tu vas, il y a plusieurs façons de faire, en fait. Et je pense que moi, je suis pour le maximum de lire. Et je pense que même la répétition, moi, j'aime bien répéter, en fait. J'aime bien que les acteurs prennent un peu. Des fois, la première prise, c'est bien. Si par coup de chance, tu as la meilleure prise. Mais en général, un comédien, c'est comme du bon café. Il vient après, tu vois. C'est l'arrière-goût, là. 7e, 5e prise, 7e, tu vois, tu as plus de jeu. Il y a plus de jeu. L'alchimie monte. Et là, tu as quelque chose de. C'est pour ça que des fois, je prends un peu plus de temps. En fait, là, on n'a pas. Par exemple, dans le Balani, on a tourné pas beaucoup. Par exemple, on tourné 7 séquences par jour, qui est moyen par rapport à une série, qui est moyen, très moyen. Dans Timoucha, par exemple, je tournais 12 par jour. C'est léger. Oui. Mais là, je voulais que vraiment les acteurs jouent. Parce que des fois, combien tu fais de prises? Des fois, par exemple. 7 séquences, combien de prises? Ça dépend. 3, 4, 5, ça dépend. Jusqu'à ce que l'alchimie marche. Jusqu'à ce que l'énergie sorte. Alors, il y a des vidéos qui marchent beaucoup sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu as vu Abbas ou nos amis sur les réseaux sociaux. C'est la séquence de la gifle. Alors, il y a deux gifles. J'ai vu la deuxième. C'est toujours avec Yamna. Yamna, la première, elle se fait gifler par Khaled. Et elle fait un buzz énorme. Et puis, il y a Yamna qui gifle une comédienne. En fait, et la comédienne réagit mal, justement. Non, elle a un peu touché. Je pense que on a ramené, par exemple, un Samuel qui est un cascadeur pour préparer les trucs. Mais des fois, ça arrive. Que fait le cascadeur dans des gifles? Généralement, c'est même dans les coups de poing. Dans les coups de poing, parce que dans la scène, il y avait des coups de poing. Oui. On a préparé les comédiens pour faire les coups de poing avant. D'accord. Et après, des fois, ça touche. Par exemple, pour la gifle, je pense que c'est l'alchimie, c'est l'adrénaline qui a monté. Et moi, je suis un réalisateur qui n'est pas pour le toucher direct. Moi, je pense qu'un comédien doit réagir. Par exemple, même si tu ne me touches pas, je dois réagir de la même façon que c'est comme si j'ai pris la plus grande gifle de ma vie, tu vois, dans le sens, l'émotion des yeux, tu vois, je parle de ça. Moi, je suis pour cette méthode. J'étais toujours pour ça. Je pense qu'un comédien doit savoir, des fois, ça arrive, mais des fois, on n'est jamais... c'est l'adrénaline du moment. Des fois, ça arrive. Par exemple, là, la comédienne, elle l'a touché à peine ici. Ouais. Et elle a eu tellement peur qu'après, c'était rien, elle a continué à tourner normal. Mais ça arrive. Tu vois, c'est juste un point, c'est juste une petite erreur. Et c'est pour ça qu'il y a des assurances, c'est pour ça que ça risque. Et Yamna, comment elle a pris la gifle de Khaled Ben Aissa? Moi, je pense que non, elle a pris bien parce que je pense elle est courageuse comme mais ils étaient en complicité totale. Tu vois, même Kelimo, il était en complicité totale. Et je pense que l'acteur ne pouvait pas faire ça, Khaled, s'il n'avait pas reçu des messages. Je pense, Abbas connaîtra mieux que moi. Par exemple, un acteur, s'il n'est pas en truc, tu ne peux pas, par exemple, toucher un acteur. Tu ne peux pas être tactile avec quelqu'un qui n'est pas très proche de toi, qui ne te donne pas cette... tu vois, ce retour. Oui. Et je pense, moi, je n'ai pas demandé une gifle réelle, et Khaled n'a pas voulu vraiment une gifle aussi forte. On n'a pas averti la comédienne.
Non, mais je pense que non, dans le but, c'était pas le but de faire une Oui, caméra c'était pas le cache, but, c'est pas le oui. but, non, pas du tout. Même lui ne voulait pas. Et je pense qu'il a un peu surestimé sa force. Parce que lui, il est un peu costaud. Ouais. Je pense qu'il voulait la toucher, mais sans la trop toucher. Ouais. Dans le sens. Mais réellement, elle n'a pas eu beaucoup de mal, ça va. Voilà, si tu ne répètes pas ça, c'est vrai que ça peut provoquer des accidents. Moi, dans le Rehan, j'avais très très peur parce que Kader, il avait un couteau. Et ce n'est pas un couteau de cinéma, c'est un vrai couteau. Il dit, ok, tu peux maîtriser, mais à un moment donné, on ne sait pas, peut-être que toi tu maîtrises, mais moi, si je suis dans le jeu, je peux faire un faux geste. Et voilà. Non, j'ai ramené tous les couteaux, par exemple, c'est des faux couteaux. Ah, il n'y a aucun couteau qui est vrai dans la série. D'accord, ok. Même on a ramené des couteaux rétractables comme ça pour faire entrer, tu peux le faire à l'aise. Mais des fois, tu as vraiment besoin de faire semblant. Et des fois, l'acteur ne bouge pas, par exemple, bon moment. Il ne fait pas le geste. Et s'il ne fait pas le geste, il sera touché. bien sûr. Des fois, c'est... Alors, il y a un truc très très bien dans ta série, c'est la présence de la police. On a vu par exemple le Béry qui débarque dans la villa, etc. etc. Est-ce qu'une production a toujours du mal à acquérir l'aide de la DGSN pour travailler ce genre d'action? Non, ça va. Parce que, sachant que d'autres productions n'ont pas eu la chance d'avoir. Ils ont eu beaucoup d'aide. Rehan, ils ont eu beaucoup. Et toi aussi, tu as eu quelques Moi, j'ai eu beaucoup d'aide. participations. Non, ils nous ont, je pense qu'ils nous ont énormément aidés, que je remercie beaucoup. Et le but de la police dans la série était très clair et très simple. Moi, je peux vous parler d'un policier, mais je veux parler de l'humain policier surtout. Oui, bien sûr. Fatah, c'est un policier qui a une femme, qui a une petite fille qui est morte, et qui porte le couple porte le deuil, et c'est un couple très endeuillé par ça, meurtri, et il souffre beaucoup. Et moi, en même temps, il veut vraiment se donner dans le travail, mais en même temps, il lâche sa femme, qui se sent toute seule. Et ce conflit, cette énergie, et quand tu vois par exemple Balani, chaque personnage a son univers en fait. Le personnage de Fatah c'est un univers très, on va dire, c'est le plus personnage cinématographique dans la série parce que les dialogues sont très calmes, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de chercher de rythme ou chercher à provoquer, c'est très calme, c'est très monotone, mais ça montre énormément, il y a un amour dans ce couple, mais un amour qui n'est plus. En fait, qui n'existe plus, mais qu'il existait déjà. Et ils essaient de le retrouver, mais jamais, c'est très difficile de renaître. Alors, ils vont avoir un prochain, comment on appelle ça, un bébé. Et ce bébé, pour eux, peut-être va essayer de renaître cet amour entre eux. Oui. Et à l'instant, là, où la femme sort de chez le docteur, elle comprend qu'elle a eu un bébé, elle est toute contente. Peut-être ça va revenir, peut-être l'amour de ma vie revient, je vais avoir une nouvelle vie. Et là, le mec, là, le mafieux vient à l'aile et lui casse. Et du coup, c'est pour ça, montrer aussi l'importance de cette connexion entre la police, le truc, l'humain. Je ne veux pas montrer une police très forte, non. Je veux montrer juste l'humain dans la police, parce qu'on n'a jamais montré ce côté humain de la police. Est-ce que tu penses justement que la police, par exemple les séries américaines, pratiquement, les héros, c'est les policiers, et même parfois les grands films américains, la police est très impliquée. Est-ce qu'on manque justement d'action dans les séries algériennes, et notamment les feuilletons algériens? Parce qu'on sent qu'il y a un engouement du public pour les trucs d'action. Mais pour le moment, on est très confus. Je ne sais pas, même pour Abbas, on ne sait plus sur quel pied danser, en fait. Voilà, ouais. Parce que là, on veut faire un peu des séries avec... Moi, par exemple, tous les décors sont à l'extérieur, presque. Quand tu vois la série, il y a plein de décors. Il n'y a presque pas de décors fixes. Mais le problème, quand on fait un peu plus d'action, on est trop critiqué. Si on va... L'année prochaine, je vais faire que des intérieurs, que des dialogues. On va dire, OK, vous faites pas, c'est pas ça ce qu'on veut. Et c'est pour ça que je dis, par exemple, il faut vraiment qu'on sache où sont nos limites, parce que nous, on respecte beaucoup la famille algérienne. Je pense que je suis issu surtout d'un quartier populaire où, par exemple, quand je rentre dans mon quartier, je ne peux pas faire des images qui peuvent heurter, par exemple, la famille algérienne. Après, je rentre dans mon quartier tranquille, tu vois. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Alors, il y a plus cette énergie qui tourne dans le ramadan. On ne comprend plus rien. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Moi, je pense, à mon avis,
qu'il faut faire de l'action, il faut faire des trucs, montrer des scènes, parce que le spectateur algérien a besoin de se voir, par exemple, voir Abbas Zahmani qui joue, c'est un Algérien qui joue un rôle, au lieu que voir un Américain qui joue dans une série Netflix, tu vois, dans le sens. Il a besoin de voir Moustapha Al-Aribi, Zakaria Mohamed Khassani, tu vois, dans le sens, c'est des acteurs à lui, c'est ses comédiens. Il veut les voir dans des situations différentes. C'est pour ça que je dis que, par exemple, on a besoin de plusieurs feuilletons, 15 feuilletons. Par exemple, un feuilleton qui est pour dessiner pour un tel public, en Égypte, un autre pour tel public. Et c'est comme ça. C'est pour ça que je dis, la concurrence, il n'y a pas de concurrence. Mon choix, c'est porté sur le personnage. D'accord. Voilà. Tu sais, si par exemple, le scénario allait à l'encontre de ma pensée, c'est-à-dire de mes convictions, c'est mes principes. S'il dit, s'il va vanter l'Algérie trop exagérément, et je ne suis pas d'accord, s'il va descendre trop l'Algérie, c'est exagéré. Donc voilà, là il y a un juste milieu dans le rapport du traitement. Je trouve que Djelio, sincèrement, moi je l'ai dit, je redis, je le redis, ça fait peut-être déjà jaloux, mais c'est un génie pour moi, vraiment de l'écriture, parce que Djelio, il est très, 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 très convaincu de quelque chose. Il est intègre à la société algérienne. Il aime trop l'Algérie. Donc ce dont il parle, il le ressent. Tout ce qu'il dit, c'est des vécus de Djelio. Voilà. Et il a cette... c'est un mec extrêmement intelligent, très cultivé, érudit. Donc, ce qu'il ressort là-dedans, moi, si lui n'a pas peur, pourquoi j'ai peur? Non, je ne te parle pas du producteur ou de l'auteur de la série, je te parle de la thématique. Oui, bien sûr. Non, mais je dis, si Djelio, qui vit ici... Parce que votre feuilleton, il est plus politique que le Barrani, bien sûr, d'autres feuilletons. Évidemment. Ils sont même, certaines séries, ils ne sont même pas inscrits dans le temps. C'est-à-dire que ça peut être... Là, c'est inscrit dans le temps. Hein. Non, mais je te dis, si j'étais en Russie, peut-être que j'aurais peur. Ah, pourquoi? Voilà. Oui, parce que la Russie, c'est pas... Voilà, là-bas, tu fusille, quoi. Là, en Algérie, c'est un pays libre. Sincèrement, je veux dire, il y a une liberté d'expression ici, en Algérie. Donc, pourquoi j'aurais... Voilà, il n'y a aucune peur, je veux dire. Et ça... Et en plus, il donne la possibilité de parler de ces sujets, même s'ils sont... Très récent, c'est vrai. Très récent, voilà. Très récent. Mais il n'y a pas... Non, moi, ça va plus, moi, le sujet. Alors, il y a un sujet, Yahya, qui ne revient pas dans les dramas algériens, c'est la dessinée noire. On n'a pas vu de feuilleton sur la dessinée noire. Il y avait ça, la Baltima, qui a écrit une partie qu'on a après enlevée. Oui, dans le Dama, oui. Qui a rapport avec la dessinée noire. Oui. Après, on a enlevé tous les personnages qui D'accord, des terroristes, des repentis. Oui, il y avait ça en fait dans la série. C'était un choix ou la... Non, on a parlé avec la télé, ils nous ont dit pour l'instant, il vaut mieux ne pas le faire pour l'instant. Est-ce que c'est lié à la conjoncture, par exemple, Ramadan? Parce qu'on sait que Ramadan, c'est compliqué. C'est par rapport à ça, oui. C'est compliqué. Si c'était au Ramadan, ils n'avaient pas de problème. Reda, est-ce que tu penses justement que la dessinée noire doit apparaître dans les séries ou les films? Parce qu'on le voit dans les films. C'est le moment, c'est le grand moment. Parce qu'on doit prendre un certain recul. Ah oui. Maintenant, on doit prendre un certain recul. Je pense que la scène artistique du mois, la scène politique, la scène artistique du mois a pris conscience de ce qui s'est passé, les retombées on les voit, les traumatismes on les voit. Il n'y a qu'une seule chanson qui est la dessinée noire, c'est Grouabi. Laquelle? J'ai oublié le titre. Qui حكى عليها la dessinée noire. Madassar. Ah voilà. Mais bien avant, il y a eu Malwatani. Malwatani, oui, tout à fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai écrit ça et j'ai chanté ça en 92. 92, c'est vrai, Malwatani parlait de ça. Ça a inspiré un film d'ailleurs. C'était en plein, oui, mais avec, le Moufid, qu'est-ce qu'on disait là? Parler de la dessinée noire. Oui, je pense que c'est le moment parce que sinon la machine de l'oubli va se mettre en route. Et ça ne serait pas bien pour notre société pour aller de l'avant, justement. Pour aller de l'avant. Nos enfants ne vont pas tomber dans le même piège, quoi. Mais moi, je voulais juste revenir à l'aspect du dialogue. Puisque Rona Abbas, vous vivez en France. Oui.
si vous voulez... Si vous voulez vous enrichir des différents parlers algériens, côtoyez les Chibani qui restent vivants. Vous voyez les Chibani? Oui. Donc, première, deuxième, troisième génération, il y a des bonhommes, il y a des bonnes dames qui sont venus, et qui ne sont pas revenus tout de suite, ils reviennent très peu, et ils sont là-bas, ils attendent leur mort, etc. Donc, moi, j'ai vécu cette expérience pendant 2 ans. J'ai vadrouillé avec j'allais les voir pour comprendre certains des textes en poésie populaire. Quand on tombe sur un texte, et on découvre que le poète est de Mazouna, on tombe sur des variantes, on tombe sur des mots, sur des expressions qu'on ne comprend pas à Alger. Et quand on tombe sur quelqu'un qui est natif de Mazouna ou là des alentours, on discute avec lui, il nous fait comprendre qu'est-ce que le poète a pu dire. C'est comme ça que moi j'ai pu enrichir mon répertoire en linguistique, disons, parler en langue maternelle différente. Mais c'est une expérience à vivre. Et vous m'en direz un mot si vous la faites. J'ai failli, en fait, j'avais refusé de faire une pièce. Refusé parce que on m'avait proposé Phèdre et cette pièce, donc j'ai choisi Phèdre. C'était sur les Chibani. Ouais. Une magnifique pièce, vraiment, de théâtre sur ces Chibani-là. Et leur vie en France, et ça a eu un succès phénoménal d'ailleurs. Parce que leur bagage, de vocable, il s'arrête avec l'année de leur arrivée. Oui. Autant on va vers les plus vieux, autant on tire un parler purifié. Ou shbab. En même temps, ceux qui vivent en France, ils préservent ça. Bien sûr, comme un héritage socio-culturel, socio-linguistique très important. Voilà, ils le sauvegardent avec vraiment une grande fierté. Pour revenir justement à ta carrière en France, ou à l'environnement en France, pourquoi justement il y a une forte communauté musulmane et surtout maghrébine en France, pourquoi il n'y a pas de production durant le Ramadan envers la communauté dans les télévisions françaises, par exemple? Il y a un seul essai, comme on dit, c'était La Famille Ramdam. Il y avait j'ai joué dans la Famille Ramdam sur M6. Avec Maïwen. Voilà, il y sur avait M6. Maïwen qui faisait, oui, sur M6, c'était... en fait, c'était Aïssa et Djembar ceux qui ont fait La Vérité Sigement 1, 2, 3 et 4. Fait, oui. Avant, ils avaient produit cette série. Il y avait Sida Ali Kouiret. Sida Ali Kouiret, qui était le père. Hein. Et qui était le père de la famille. Il y avait Naïma, une actrice magnifique marocaine. Moi, j'ai fait un guest star. Il y avait Maïwen qui jouait. Et il y avait aussi le Mehdi. Tu te souviens, Mehdi. Oui. Lui qui faisait La Belle et Sébastien. Belle et Sébastien, ouais. Et pourquoi? Parce que... Pourtant, il y a un engouement pour le Ramadan en France. Oui, mais est-ce que c'est assez pour est-ce que... Par exemple, une télévision publique comme France Télévisions pourrait faire un programme durant ce Ramadan. Toi, tu le vis d'ici. Oui. Là-bas, tu ne le vis pas comme ça. Non. Ah, d'accord. Voilà, les gens font Ramadan, les musulmans font Ramadan, mais il n'y a pas... moi, s'il y a un choix, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent en Algérie. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ici, il y a une ambiance que tu ne trouves pas, tu trouves nulle part. Le contexte. Non, mais on a vu pendant ce Ramadan, il y a un truc formidable. Oui. Pendant ce Ramadan, c'est l'iftar jama'i dans les rues, à Lyon, à Paris. C'est magnifique, j'ai jamais vu ça. Bien sûr. Ça, c'est nouveau, ça rentre dans la société petit à en petit, France. Faire un iftar massif comme ça, avec la participation des musulmans et aussi des Français, qui ne sont pas musulmans, qui participent un petit peu. Donc, il y a les ingrédients du Ramadan. Maintenant, sur le plan audiovisuel, ça manque. Ça manque et non. La seule chose où on se souvient des musulmans et du Ramadan à la télévision française, c'est la fameuse soirée de France Télévisions, les Qadr, où on invite les chanteurs, les comiques, etc. Mais en même temps, moi je dis non, ne le faites pas. Parce que ça se fait ici. Ça se fait ici. Et les Algériens là-bas, ils regardent quand je dis... Abbas, quand je dis
moi je voudrais découvrir une famille musulmane en France, par exemple. Oui. Ah bon, mais ça, c'est à Yahya de le faire. C'est un producteur française. algérien Oui. ici. Il trouvera une coproduction là-bas et il le fera. Oui, là je te suis. Si c'est dans ça, ce cadre, dans ce sens. oui, Oui. dans ce cadre-là, oui, je suis d'accord Oui, avec par toi. exemple, tu as participé à un film qui a rencontré un succès phénoménal. Oui. C'est, comment il s'appelle Qu'est-ce que nous avons Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu. Mon bon Dieu, toi, Ouais. tu es le parent d'un mari musulman, et Christian Clavier, qui est le père, il a 4 filles. Il est marié, alors elle est mariée avec un Chinois, un avec un arabe, une noire un noir, et un juif. Et un juif, et après, je crois, il y a... Non, chinois, il y a, c'est ça. oui, 4. il y a 4 Oui. Donc quatre ça, personnes. c'est ce qu'on appelle le melting pot, Ouais, ça le marche très bien, ça, métissage bien culturel. Et ça montre, chacun apporte sa culture sur la table. Et le premier volet, tu sais combien il a fait d'entrée? Oui, je sais. Oui. 14 millions. 14 millions, oui. 4 millions en Allemagne. Mhm. Et c'est vrai que les Allemands, bizarrement, ils n'ont pas beaucoup de mixité. Et moi, je suis allé présenter le film dans un festival en Allemagne. Et ben, c'est incroyable comme il a un succès phénoménal, ce film, sur la mixité. La mixité Sur culturelle. oui, la mixité culturelle, etc. Oui. Et, parce qu'il y a une mixité culturelle en Allemagne, entre les Turcs, les Allemands. oui, c'est vrai. Oui, mais aujourd'hui, les Syriens. Mais est-ce qu'il y a une vraie mixité? C'est comme en France, c'est comme voilà, il y a quand même des mariages. Europe et Orient. Oui, il y a des mariages mixtes. Oui, moi-même, à Bezamani, j'étais marié avec une Française chrétienne. Mais il y a des films dans lesquels, je ne sais pas, tu n'as pas participé. Pardon. Mais il y a des films dans lesquels je te verrais bien, mais tu n'as pas participé. Dis-moi. Par exemple, Hors la loi de Rachid Bouchareb. Hors la loi. Non, parce que c'était quoi avant? Indigène. Indigène, oui. Ouais. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je dise? Rachid Bouchareb, je l'ai connu, il était assistant. Mais assistant 3e ou 14e assistant. 14e. Oh, il était. Et il m'a. Non, mais il était. En fait, il connaissait. En fait, il y a la production 3B. 3B, Bréa, Bouchareb. Voilà, Bouchareb et Jean Bigot qui est parti. Jean Bigot était. Il est resté Bréa et lui. Exactement. Jean Bigot était ami avec une personne, une fille, qui était dans mon école, enfin à la rue Blanche. Et elle me l'a présenté, Bigot me présente Rachid, on devient copain, on est jeune, on est beau. Bigot, c'est pas lui qui a produit Chouchou, non? Non, je crois pas, parce qu'il était après, tu sais, il a quitté, après il était allé à la direction des fictions à France 2. Des fictions à France 2, voilà. Ok. Et Rachid, il m'a... Tu sais que j'ai tourné avec, enfin tu sais, je te le dis, avec Peter Kassovitch, le père de Mathieu Kassovitch, dans une... Ah oui, mais ça, j'ai oublié que j'avais fait ça. Ça s'appelait La Citadelle. Et c'était grâce à Rachid qui m'a... Il m'a mis sur ce coup et après, il ne m'a plus parlé. Enfin, il ne m'a plus parlé, c'est que j'exagère. Tu n'es pas son acteur Non, fétiche. voilà. Non, je ne corresponds pas à ce qu'il... Sincèrement, je ne corresponds pas à ce qu'il fait. Oui. Mais tu as des réalisateurs avec qui tu as beaucoup bossé. Par exemple, tu as Behloul, avec qui tu as beaucoup bossé. Ouais, j'ai fait Antoniente, j'ai fait 7 films avec lui. 7 films, c'est énorme. Hein. Ben ouais. Au fait, il y a une complicité qui se fait. J'ai fait un super film qui a eu... il a eu le prix du public à Avoriaz. Et j'étais avec... en fait, j'avais un bar, je suis un barman. Enfin, barman, j'avais un patron de bar dans le quartier latin. Et alors, on ne sait pas si c'était ma femme ou pas dans le film. Je te jure, je n'ai jamais compris ce truc. C'était avec Micheline Prel. D'accord. Micheline Prel partagée. En fait, c'était... on avait un couple très bizarre dans ce... elle est décédée, mais d'ailleurs. Tu as fréquenté pas mal de personnages et de grands comédiens. Aujourd'hui, s'il y a un rôle dans lequel tu aimerais t'identifier, ce serait lequel? Moi, tu avais parlé de Napoléon dans une émission. Est-ce que, par exemple, c'est un personnage qui te convient? Ah oui, oui, parfaitement. Ouais. D'ailleurs, un grand metteur en scène français qui est décédé à cause du Covid, qui s'appelle Jean-Pierre Vincent, vraiment un immense metteur en scène. Et un jour, il m'a dit, on a tourné Godot ensemble, et il m'a dit, Abbès, si j'étais cinéaste, je te jure, si j'étais cinéaste, je te donnerais le rôle de Napoléon. Il m'a dit, t'as le charisme de Napoléon. Voilà.
Mais ce serait, si tu avais d'autres rôles, ce serait lesquels, par exemple? Je ferais bien. J'aime bien. En fait, tu sais comment on m'appelle en France, mais sérieux, hein, oui. Tous les acteurs amis, tout ça, le Joe Pesci français. Oui, c'est vrai. Voilà, tu as les. Ouais, Bertrand Blier, il m'a dit un jour. Tu as les caractéristiques. Tu es moins gros que lui, de toute façon. Tu es moins gros que lui, mais tu as la bonhomie de Joe Pesci. Mais il m'a fasciné dans Raging Bull. Et Blier, à chaque fois, il me dit, il faut que je t'écrive un rôle à la Pesci, il faut que je t'écrive un rôle. J'ai joué au théâtre avec Blier, Bertrand Blier. Bertrand Blier, un grand cinéaste. C'est lui qui aime bien. Oh, c'est immense. Alors, on va faire une petite pause pour voir quelques bandes annonces. Je ne sais pas, toi, sûrement tu ne regardes pas, mais Yahya a sûrement jeté un coup d'œil. C'est les séries syriennes qui ont marché durant ce ramadan. Et tu sais que la série est l'un des plus grands producteurs, le deuxième producteur de feuilletons et de séries dans le monde arabe après l'Égypte. Ouais. Ah oui. Ah ouais, la série. La série, oui. Malgré la guerre. Hein. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais. Maintenant. Ouais. Maintenant, oui. On regarde quelques bandes annonces et on revient au débat. حياتي اني بوقت بشوفك بصير غبي. مشكلة اني بحبك. طب تعي نحل هالمشكلة. بابا مين اشتقت لك؟ مين اشتقت لك؟ هذا بيتك اللي عم يستناك. بتديري بالك على العروسة. فرانسيس. تاج، لمرة واحدة بحياتك فكر بعقلك وحط عواطفك على جنب. انت مين؟ انا حضرت لك مرة مباراة وما عجبتني. هي لعبة السكرتاوية والقبضايات. وهقرب ولا بطلع؟ أي تمرد على السلطة الفرنسية هيك رح تكون عقوبته. أنا ما برتاح لأرباح. تاج. في عندك شيء خلينا نصدق انك انت رفيقه لابو عدنان لحتى نطمن لك؟ نوري رجع مشاني إلي. وحدي مو على اساس نوري بده يساعدكم؟ يعني ابي صار له سنه طالع من الحبس؟ شلون بيجي رسال من عند عمي وما بتبعت وراي؟ إذا بتضلك عم تماطي رح أتجوزك. اصحك ولك نوري، اصحك. ابو عدنان صار بالحاره. الفرنساوي عرفان بقصتك وسيرتك مع ابو عدنان. ولك بقول لك شو زيت حلقك فمن؟ قايدك ولك لا تقولوا لك. لك حدا بيحط راسه براس فرنسا؟ لك هي فرنسا مسنوده بهتلر والمانيا. يعني الفرنساوي اكيد زارعين بيناتنا عوايني. كنت قصيت راسه لهذا الحي بنص الداخل. Voilà, c'était les bandes annonces de feuilletons syriens de ce ramadan. C'est toujours des grosses productions. Yahya, tu es quelqu'un qui connaît bien le monde de l'audiovisuel syrien. Question même égyptien, hein, mais surtout mondial. Non, mais syrien, parce que tu... je suis quelqu'un qui bouffe trop d'images. Voilà, exactement. Tout le temps, je recherche tout le temps. Question simple, comment la série maintient ce taux de production important durant le mois sacré de Ramadan? Bien sûr, beaucoup d'argent vient de l'extérieur, mais il y a quand même des séries qui se font en local. Il y a un mécanisme. Est-ce qu'il y a une industrie? Moi, j'ai étudié, par exemple, dans la physique, il y a toujours la vitesse initiale. Par exemple. Si tu fais un objet et tu le pousses avec une vitesse initiale assez forte, il va continuer pendant... Je rappelle que Yahya a fait Bob Zohar. S'il n'y a pas assez de frottement,
Ouais. Il va continuer à l'infini. Un certain temps. Ouais. Plus tu as du frottement, plus ça va diminuer Alors, ouais. des fois, il faut un peu pousser des fois. Ouais, juste des petits coups. Mais le premier coup, c'est le plus important. La première force qui pousse, c'est la première. Et je pense qu'il nous faut ça, en fait. Il nous faut un vrai coup de pouce réel pour lancer l'industrie cinématographique. Je pense que ça va se lancer qu'en faisant des salles, multipliant des salles de cinéma. Parce que s'il y a la demande, il y aura l'offre. Tu vois, s'il y a l'offre, la demande, c'est comme l'œuf et le poulet. Je pense que vraiment, on a besoin de salles. Et pour l'audiovisuel, je pense qu'on a besoin d'une vraie vision d'audiovisuel qui ne se limite pas au Ramadan. Mais même si on veut se limiter au Ramadan à cause du sponsoring et du coût de pub, parce que le coût de pub pendant le Ramadan est beaucoup plus cher, ce qui est normal. Alors, pour financer une série pendant le Ramadan est plus possible et simple pour une chaîne que de faire une série hors Ramadan où le coût de pub est très minime. Alors, un sponsor peut avoir, grâce à l'espace, toute la chaîne. Justement, il y a un gros problème sur l'histoire du financement des productions audiovisuelles. Cette année, pratiquement toutes les productions sont sponsorisées. Mais, il y a eu même Ja'far Qassem qui fait un clin d'œil dans sa série Dar el-Fchouch où il dit, l'un des comédiens, il dit Ateni sponsor, un rôle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les productions restent un petit peu otages des sponsors. Dans Jemaï Family, il y avait des Mahboul en avant-plan. Oui. Ouais, mais aujourd'hui, une chaîne de télévision n'investit pas dans... Moi, je pense que non, la chaîne de télé n'investit pas parce qu'elle ne gagne pas assez. Elle ne gagne pas assez, oui. Je pense que quand on parle de la série, c'est aussi le marché arabe, on va dire, qui fait le plus de gains pour les feuilletons syriens, par exemple, les feuilletons égyptiens, par rapport, c'est les achats dans les chaînes... on va dire arabe, qui fait que les feuilletons arrivent à se vendre. Mais sinon, par exemple, si tu vas avoir une feuilleton qui a coûté je ne sais pas combien en Algérie, et tu n'as que l'Algérie pour vendre, tu vas rembourser l'argent comment? C'est ça le vrai problème. Un producteur, par exemple, va produire une chaîne, comment elle va avoir un retour pour son argent? C'est ça le vrai souci qu'on a en Algérie. À part les sponsors, pour le moment, on n'a pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment une structure réelle, avec une vision, sur un moyen terme, on va dire, court et moyen terme. Moi, je pense 2-3 ans, on peut lancer vraiment, parce que je pense qu'il y a assez de potentiel. Et avant, on disait que c'est la langue algérienne qui ne faisait pas exporter. Maintenant, on voit des feuilletons qui sont exportables déjà. C'est déjà bien. Je pense que c'est la qualité qui manquait. Réponse brève, si tu permets, Yahya. Tu es quelqu'un qui est fan de super productions, style Game of Thrones, historique et tout. Est-ce que tu espères un jour de faire ce genre de... C'est mon rêve, c'est mon rêve. Moi, j'ai fait même un documentaire sur Sidi Boumediene. Avec rien du tout, j'ai fait des grandes batailles. Moi, j'adore ça. Mon rêve était de faire le roman de Yasmina Khadra, en fait. Yasmina Khadra, À quoi rêvent les loups, oui. C'est mon rêve de faire une adaptation au cinéma. Tu achètes les droits et tu fais le film. Hein. Mais j'ai pas assez d'argent pour acheter les droits. Après, non, le problème, ça coûte combien les droits? Tu as joué dans l'un des films ce que le jour doit à la nuit. Oui, oui. C'est une adaptation d'un livre du roman de Yasmina Khadra. C'est de Arcadie. C'est quand même une adaptation qui a marché par rapport à l'attentat qui n'a pas marché, que Yasmina Khadra a renié, si on veut. Oui, c'est vrai. Le problème, ce n'est pas les droits du livre qui sont problématiques. C'est la prod. C'est l'option. Quand tu mets de l'option, après, il faut avoir la prod derrière. Il faut vraiment que tu es sûr que tu vas faire le film. Et je pense que c'est très compliqué de le faire. Parce que tu as besoin d'un minimum de budget correct pour faire un roman pareil, aussi riche, aussi fort, aussi important pour l'histoire algérienne. Voilà, merci. Merci Yahya, je pense que le temps de l'émission est à présent terminé. Ah bon? Abbas, oui. C'était un plaisir. C'était trop rapide. 2 heures quand même. Hein. Ah oui, déjà. Oui, déjà 1 heure. Hein. 1 heure. Voilà, merci, merci Madame Kari de votre participation dans Mediapro. Reda Doumas, toujours le bienvenu. Je vous souhaite un bon Eid, Sahar Ramadankoum. Merci encore, Sahar Sourkoum et Eidkoum Moubarak. On vous donne rendez-vous après le Ramadan, bien sûr, avec toujours une émission Mediapro qui va verser toujours dans le décryptage du paysage audiovisuel. Eidkoum Moubarak, restez branchés sur Al24 News.